Merci à tous. Je suis très heureuse d'accueillir le professeur Maxime Delfiol de l'Université de Montpellier 3 pour nous parler d'une notion que l'on a moins l'habitude d'entendre dans les écrits et les débats académiques, celle d'occidentalisme. Qui a été forgé sur le moule de la notion d'orientalisme, mais qui pourtant, nous explique Maxime Delfiol, n'est pas exactement le pôle symétrique de l'orientalisme. Donc, il va nous expliquer en quoi ces deux notions se renvoient l'une l'autre ou pas. Et pour mener ce débat, pour animer donc la conversation avec Maxime Delfiol, c'est Camille Lotz qui va prendre en charge cette séance et je l'en remercie. Camille Lotz est masterante à l'ENS de Lyon et elle prépare un travail sur la poésie arabo-francophone, donc Maghreb et Machrek, et très précisément sur la notion de lyrisme épique qu'elle essaye d'interroger pour voir si, là encore, ces deux notions qui semblent a priori contradictoires peuvent se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la poésie arabo-francophone. Donc, je vous remercie tous les deux de nous offrir cette séance de réflexion sur des notions importante non seulement sur le plan académique, mais aussi parce que l'actualité, malheureusement, nous ramène à certains binarismes. Voilà, donc apportons quelques petites nuances dans les binarismes qui nous travaillent ou qui travaillent la société. À vous, Camille. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Maxime Delfiol. Donc, je vais vous présenter en quelques mots afin que tous puissent vous connaître. Voilà. Donc, vous avez étudié les lettres modernes à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et avez obtenu l'agrégation dans cette discipline. Vous êtes actuellement professeur de littérature francophone à Montpellier au sein de l'université Paul Valéry et responsable du master d'études culturelles. Vous faites partie du laboratoire RIRA 21, acronyme pour représenter, inventer la réalité du romantisme au XXIe siècle, dans lequel vous dirigez vous-même le programme Francophonie et mondialisation des littératures. Vous avez consacré votre thèse aux poésies de Laurent Gaspard et Salas Tétier, sur lesquelles vous avez publié par la suite 2 ouvrages, Salas Tétier, Figure et infigurable, et Laurent Gaspard, Approche de l'immanence. L'objet de notre conférence porte davantage sur les travaux que vous avez menés concernant la notion d'occidentalisme au pluriel et pour lequel vous avez proposé, je vous cite, une problématisation et une acclimatation du concept en critique littéraire, notamment dans des ouvrages collectifs tels que Les Occidents des mondes arabes et musulmans, Afrique du Nord, 19e, 21e siècle, en 2018, ou dans l'article Les occidentalismes, de la littérature arabo-musulmane d'expression arabe et française depuis l'expédition d'Égypte, apparu dans le numéro 4 de la revue Elf 20e, 21e siècle consacrée au continent francophone. C'est donc de ce concept d'occidentalisme dont il est question dans cette conférence, ainsi que ses manifestations dans la littérature, à travers 2 extraits, le premier issu de L'Or de Paris de Tahtaoui, texte datant de 1834, et le second des enseignements de la vie, souvenir d'un gentilhomme syrien du temps des croisades, d'Oussama ibn Kid, datant du XIIe siècle. Je vous laisse donc maintenant prendre tout simplement la parole afin de nous présenter vos recherches sur cette notion d'occidentalisme et de la questionner ensemble. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Touria, merci de votre invitation dans ce séminaire. Alors je suis content de pouvoir enfin faire cette intervention parce qu'on a eu plusieurs péripéties dues à l'épidémie qui nous ont empêchés de nous retrouver. Je devais venir déjà l'année dernière et puis finalement ça a été annulé. Cette année je devais venir donc physiquement, mais voilà, je suis là à distance. Bon, heureusement qu'on a trouvé cette solution pour quand même pouvoir discuter. Je remercie beaucoup Touria non seulement de son invitation, mais de me faire l'honneur de mettre quelques-uns de mes articles en discussion. Et je voudrais tout de suite dire que je n'ai aucun copyright sur cette notion, ce concept d'occidentalisme. D'ailleurs, je vais dire que je ne suis pas du tout le seul à avoir proposé le concept. Et puis, ça a correspondu à une période de mes interrogations. Je m'en suis un petit peu éloigné parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent maintenant. Voilà, en tout cas, j'ai aucune prétention à une autorité, disons,
académique définitive sur cette question, sur ce concept. Mais c'est un concept qui m'a intéressé, auquel j'ai réfléchi. Et ce que je vous propose là dans cet exposé, c'est de faire deux choses. Dans un premier temps, sur la base d'une sorte de synthèse en fait entre d'une part cet article que Camille a cité sur les occidentalismes de la littérature arabe francophone et arabophone, et d'autre part mon introduction au livre collectif qu'on a publié avec Claire Mitatre, une collègue anthropologue de l'Université Paul Valéry sur les Occidents des mondes arabes et musulmans. Donc, essayez à partir de là de vous redire quel a été mon cheminement intellectuel, donc en ajoutant une dimension, on va dire, métacritique ou réflexive, qui peut aussi intéresser, je pense, les étudiants qui sont même engagés dans un travail de recherche, donc dans un travail de réflexion sur leurs notions ou leurs concepts. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai de parcourir rapidement mes deux textes qui m'ont beaucoup intéressé, retenu il y a quelques années, et qui sont des exemples significatifs assez forts de deux types d'occidentalisme, même si, en fait, on pourrait en trouver plein d'autres. Mais voilà, ils sont assez marqués et je pense qu'ils renvoient chacun à une période historiquement déterminée en fait, du discours, on va dire, arabo-musulman. Je mets tout de suite la notion entre guillemets sur l'Occident. Je mets aussi la notion évidemment entre guillemets, puisque tout ça, ce sont des notions qui sont problématiques et surtout qui ne doivent surtout pas être essentialisées. Voilà. Donc, dans une deuxième partie, on lira quelques textes rapidement. Je ne ferai pas des explications de texte en bonne et due forme, mais c'est simplement pour vous donner comme ça peut-être l'envie de lire ces textes d'ailleurs. Et puis, ça fournira des illustrations, je crois, assez convaincantes de la manière dont ce discours sur l'autre évolue en fonction de l'histoire et en fonction en fait des rapports de force historiques entre les civilisations, puisque au fond l'idée forte, à mon avis, pour moi, qui a derrière ma réflexion sur l'occidentalisme, je vais y revenir, et ça c'est vraiment arrimé à ma lecture de Saïd, c'est que l'étude des discours, qu'on appelait classiquement l'imagologie en littérature comparée, l'étude des représentations de l'altérité dans les discours, disons, en particulier littéraire, ne peut pas se lire sans prendre en compte la question des rapports de force historiques entre les civilisations. Je vais revenir sur cette question. Et il y a il y a ce que j'appelle des représentations hégémoniques. Et ces représentations hégémoniques, dans tel ou tel moment de l'histoire, sont toujours l'émanation de rapports de force, en fait, effectifs entre des cultures ou entre des civilisations. Je vais revenir sur cette question, et à mon avis, c'est peut-être la plus importante, en fait, pour moi et pour penser l'occidentalisme. Alors, donc, première partie, comment j'en suis venu, en fait, à aborder au rivage de l'occidentalisme. En fait, assez classiquement, j'étais à un moment de mes réflexions, on va dire, sur la littérature du monde arabe, surtout francophone, puisque je suis d'abord spécialiste de littérature francophone, mais aussi arabophone. Et j'en étais à un moment où j'avais envie de reprendre la question assez classique de la représentation, donc de l'altérité, autre concept en fait tout à fait problématique et qui est très peu utilisé en fait dans les sciences sociales, mais je referme la parenthèse, et en particulier de l'Occident, encore une fois entre parenthèses, dans le monde arabo-musulman. Alors j'ai expliqué dans en introduction du l'ouvrage collectif Les Occidents des mondes arabo-musulmans, pourquoi la notion d'arabo-musulman était au fait problématique, réductrice, ne prenait pas en compte la diversité en fait culturelle, linguistique, religieuse, d'ensembles qui sont beaucoup plus complexes que cette appellation peut le laisser penser. Mais bon, pour aller vite, voilà, je dis arabo-musulman. Et au fond, c'était une question, comme je l'ai dit, assez classique d'imagologie. C'est une vieille tradition de la littérature comparée que d'étudier la représentation de l'altérité dans la littérature. Voilà. Il y a énormément de livres déjà sur cette question de la représentation de l'Occident dans la littérature, de fiction ou de non-fiction, dans les médias, dans la pensée politique arabe, etc. Donc, j'en ai cité quelques-uns dans l'introduction en fait, dans les deux articles que j'ai cités. Par exemple, un certain Nassib Samir El-Hosseini
l'Occident imaginaire, la vision de l'autre dans la conscience politique arabe. Alors un livre qui m'a beaucoup marqué, hein, et que j'utilise beaucoup, qui est celui de Suzanne Elisabeth Kassab, qui malheureusement n'est pas traduit en français, Contemporary Arab Thought. Un livre de, par exemple, Nourdine Afaya, L'Occident dans l'imaginaire arabo-musulman. Dans le livre que Touria m'a transmis il y a 2 jours, hein, je crois, hein, le livre d'une collègue qui s'appelle Zahia Smail Salhi, qui vient d'écrire justement un ouvrage sur les occidentalismes. J'ai lu que, je crois que ça doit être son directeur de mémoire, un certain El Ennani avait écrit en anglais un livre qui s'appelle Arab Representations of the Occident, East-West Encounters in Arabic Fiction. Donc vous voyez que cette question en fait de représentation de l'Occident, évidemment, a déjà été énormément travaillée, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais moi, j'étais à la recherche d'un concept, comment dire, englobant. Et donc, j'en suis venu progressivement parce que je lisais Saïd, hein, et j'avais lu attentivement Orientalisme, qui m'avait beaucoup marqué. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait peut-être proposer l'idée symétrique d'occidentalisme. Et puis, à ce moment-là, au cours de mes lectures, j'ai découvert le livre d'un collègue hollandais, hein, qui s'appelle Robert Woltering, Occidentalisms in the Arab World, donc, que je cite à plusieurs reprises, hein. Le sous-titre, c'est Ideology and Images of the West in the Egyptian Media. Donc, lui, c'est un spécialiste d'analyse du discours. Et il a travaillé sur un corpus médiatique, en fait, hein, et voilà. Mais c'est un de ceux qui a contribué, disons, à populariser, hein, le concept d'occidentalisme en termes, là, pour le coup, d'analyse du discours et des représentations dans la presse, en l'occurrence égyptienne, de l'Occident. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment… Alors, j'en profite pour faire une petite remarque qui concerne les étudiants. Ça arrive, ça, ce que j'appelle la concomitance des pensées. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur un sujet et tout à fait en toute bonne foi, vous n'avez pas lu tel ou tel ouvrage et vous découvrez que ben, vous n'êtes pas le seul, en fait, à réfléchir sur cette question. Ça arrive très souvent, hein, dans les sciences dures en particulier, mais souvent, ils sont quand même un petit peu au courant qu'il y a d'autres labos qui travaillent sur la même question, mais nous, pas toujours, parce qu'il y a un caractère beaucoup plus solitaire, finalement, hein, dans la recherche littéraire. Et parfois, on se dit, tiens, je ne suis pas le seul à penser ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça peut être très embêtant, hein, je vous le dis, parce que ça va vous arriver, hein, probablement. Là, même si vous ne l'aviez pas du tout pris en compte, ce livre ou cet article dans votre pensée, il faut nécessairement en tenir compte. Donc, il faut avaler la couleur, si je puis dire, et par honnêteté, l'intégrer à votre réflexion. Donc là, en l'occurrence, Woltering, il avait écrit son livre en 2011, donc il y avait vraiment, on va dire, une antériorité très nette, hein, et donc j'étais bien obligé d'en tenir compte. Et en même temps, c'est pas grave, parce que de toute façon, on n'est jamais seul à penser et seul à penser ce qu'on pense, hein. Donc voilà, c'est bien de faire preuve d'humilité. Donc du coup, moi, j'ai lu ce livre qui m'a beaucoup intéressé, je l'ai intégré, du coup, ça a contribué à étoffer ma réflexion. Et j'ai même invité d'ailleurs Woltering ensuite à participer à un colloque, et il a écrit un article dans notre livre collectif sur les Occidents des mondes arabes et musulmans, où là, il étudie plus précisément la représentation de l'Occident pendant la révolution égyptienne. Voilà. De la même manière, Touria m'a transmis il y a quelques jours, hein, ce livre-là, donc, de notre collègue. Alors, je ne sais pas où elle a fait sa thèse, mais c'est publié aux presses universitaires d'Édimbourg, hein. Je crois que tu l'as transmis, Touria, à tout le monde, hein. Occidentalism. Le sous-titre, c'est Literary Representations of the Maghrebi Experience of the East-West Encounter. Donc, je pense qu'elle fait un petit peu comme El Nani, sauf qu'elle, elle applique ça plutôt à la littérature maghrébine. Donc, vous voyez que je ne connaissais pas ce livre, de même qu'elle m'a manifestement pas lu. C'est pas grave du tout, hein. C'est au contraire une bonne école d'humilité qui prouve énormément de choses. D'une part que si on publie pas en anglais, en fait, on a très peu de chances d'être connu. Déjà, c'est la première des choses. Et que pour circuler, hein, pour la circulation transnationale des idées, il vaut mieux, malheureusement, être publié en anglais. Voilà.
Mais d'autre part, ça prouve que voilà, c'est la concomitance des pensées. Les chercheurs peuvent produire sans nécessairement s'être lus, mais parce qu'ils ont des références communes ou parce que ça correspond aussi à un moment euh, de l'histoire intellectuelle. Et ils peuvent avoir des pensées parallèles et convergentes. Tout ça pour dire que je ne suis pas du tout le seul à penser évidemment cette chose-là. Je n'ai pas une autorité particulière et je ne veux certainement pas apparaître dans cette conférence comme une sorte de spécialiste. Voilà, hein, voilà, je souhaite avoir une position, disons, énonciative, beaucoup plus modeste. Voilà, il y en a d'autres qui ont proposé le concept, particulièrement en anglais, hein, comme vous l'aurez vu, et on pense tous à peu près la même chose, en fait, hein. Là, en français, en revanche, c'est peu employé, hein. Là, il faut quand même le reconnaître. Manifestement, c'est un concept qui est plus, je sais pas, opératoire ou plus séduisant en anglais, probablement parce que les Français se méfient, en fait, surtout dans les sciences sociales, hein, de ces concepts qui peuvent tendre vers la généralisation et vers l'essentialisme, hein. Je pense qu'il y a une sorte de méfiance comme ça, propre aux sciences sociales françaises vis-à-vis de ces concepts un peu trop englobants. En tout cas, donc sur ce chemin intellectuel, hein, je me suis demandé si le concept d'occidentalisme pouvait m'aider à repenser cette question de la représentation de l'Occident donc, dans la littérature arabe. Et en même temps, je n'avais pas envie que ce concept soit un simple remaquillage ou replâtrage en fait, de surface, hein. J'avais besoin d'un concept dynamique et heuristique. Et donc, je suis reparti de Saïd et de l'orientalisme. Euh, donc, évidemment, le livre que vous avez étudié hein, dans ce cours, hein, qui est bon, assez fondamental pour penser tout ça. Et je me suis dit, est-ce qu'il est possible en fait de construire un concept véritablement symétrique en fait du concept d'orientalisme. Voilà. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui marchait pas et qu'on ne pouvait pas simplement proposer l'occidentalisme en miroir de l'orientalisme. Alors pour ça, je pense qu'il faut revenir à Saïd. Alors, je vais le faire très rapidement hein, parce que je pense que vous avez le texte en tête, mais donc on se rappelle que pour Saïd, hein, enfin dans orientalisme en tout cas, hein, Saïd explique ou considère que l'orientalisme, c'est d'abord une opération intellectuelle hein, qui a consisté en la fabrication d'une unité, la fabrication donc, hein, d'une unité géographique, culturelle, linguistique, ethnique, appelée Orient, d'une part. D'autre part, en une distinction ontologique hein, entre cet Orient et cet Occident, avec l'idée qu'il y a des essences, il y a une essence orientale, et d'autre part, l'affirmation de la supériorité de l'Occident sur l'Orient. Donc, dans le livre de Saïd, hein, il y a vraiment cette idée que, à l'origine, alors il fait remonter la genèse de la fabrique de l'orientalisme par l'Europe au Moyen Âge, mais enfin, il remonte qu'en fait, enfin, il explique qu'en fait, la schématisation a probablement commencé très tôt, hein, puisqu'il pense qu'on peut déjà voir dans les Perses d'Échille une forme de proto-orientalisme, en fait. Mais bon, les choses se cristallisent à partir du Moyen Âge, et puis vont ensuite s'accélérer dans le... Voilà. Alors, comme vous le savez, Saïd en vient à... Donc, sur la base de ce postulat d'une création artificielle, hein, d'une identité appelée Orient et sur l'affirmation de la supériorité donc de l'Europe sur l'Orient, Saïd en vient à donner plusieurs acceptions à ce terme d'orientalisme, hein, qui signifie chez lui aussi bien un discours, ou un ensemble de discours hein, produits par un ensemble de locuteurs hein, qui peuvent être aussi bien des savants que des voyageurs, des militaires, des écrivains, des artistes, etc. Plus largement au sens de Foucault, sur lequel il s'appuie beaucoup, l'orientalisme devient une sorte de discours, donc de complexe discursif, d'idéologie, on dirait en fait, hein, global. Et plus généralement encore, orientalisme signifie chez lui une sorte, il le dit, de position de domination globale de l'Occident sur l'Orient. Alors, je passe sur le fait qu'il englobe dans l'orientalisme, y compris le discours savant. Je pense que Mme Philippe
aborder cette question, ce qui lui a valu évidemment les critiques assez rudes et assez acerbes d'une partie des orientalistes français, notamment français, qui ont assez mal vécu d'être, disons, mis dans le même sac que les autres. Bref. Et comme vous le savez, donc, l'orientalisme pour Saïd repose sur une série de catégories essentialistes, je l'ai dit, puis de clichés, de stéréotypes, qui sont d'ailleurs ambivalents, puisque d'un côté, on a des stéréotypes négatifs, l'ennemi, la cruauté, le despotisme, l'ignorance, la paresse, et de l'autre, une attirance exotique aussi, un dépaysement et un réservoir de fantasmes, notamment sexuels, en ce qui concerne donc la femme orientale. Donc, j'ai eu l'occasion de dire que l'orientalisme, c'est donc, en première instance, un ethnocentrisme hein, de la part de l'Europe. Et en ce sens, Tzvetan Todorov, qui écrit, je trouve, une très belle préface à la traduction française de l'orientalisme, une préface qui date de 1980, qui date de la traduction française, en fait, du livre qui, lui, est publié en 1978. Todorov fait remarquer en ce sens que l'orientalisme n'est qu'un des multiples avatars d'un phénomène qui est assez largement répandu dans l'histoire de l'humanité, sinon tristement banal, qui est justement cette propension qu'ont eu tous les peuples à se considérer comme supérieurs aux autres, à considérer leurs propres normes comme étant les normes, et à considérer les autres, à déprécier les autres par rapport à ces normes. L'ethnocentrisme étant finalement une disposition qu'on retrouverait dans toutes les civilisations. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que cette affirmation que moi je partage peut être aussi remise en cause par certains ethnologues dans l'ouvrage, que notre ouvrage collectif, Les Occidents des mondes arabes et musulmans. Ma collègue Claire Mitâtre a tendance à nuancer cette question, puisqu'elle donne des contre-exemples de peuples non ethnocentristes qui, au contraire, elle va chercher du côté de certains peuples dits primitifs qui ont su intégrer l'altérité à leur propre identité, qui n'ont pas toujours fait preuve d'ethnocentrisme. Alors c'est intéressant comme contrepoint pour nuancer cette question, mais moi je trouve que les exemples qu'elle va trouver sont quand même assez marginaux et surtout pas nécessairement très représentatifs sur le plan quantitatif. Moi je crois que malheureusement, tous les peuples dans l'histoire ont été largement ethnocentristes. J'aime bien citer cette phrase de Todorov justement dans la préface de 1980, quand il dit « L'histoire du discours sur l'autre est accablante ». Vous savez que Todorov a écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Nous et les autres », dans lequel il revient un peu sur ces questions. Donc, mais en tout cas, dans la préface, là, Saïd, il dit « L'histoire du discours sur l'autre est accablante. De tout temps, les hommes ont cru qu'ils étaient mieux que leurs voisins. Seuls ont changé les tares qu'ils attribuaient à ceux-ci. » Cette dépréciation a deux aspects complémentaires. D'une part, on considère son propre cadre de référence comme étant unique, ou tout au moins normal. De l'autre, on constate que les autres, par rapport à ce cadre, nous sont inférieurs. Et j'aime bien sa phrase qui suit, « Ce qu'on lui a refusé avant tout, à l'autre, c'est d'être différent, ni même inférieur, ni même supérieur, mais autre, justement. » Ça, c'est, je pense, intéressant et toujours aussi actuel, c'est-à-dire la difficulté à accepter l'autre dans cette différence, en fait, sans nécessairement le juger en bien ou en mal, mais justement à accepter qu'il soit différent. Bon, alors, il y a clairement un ethnocentrisme dans l'orientalisme, mais je pense que Mme Philly vous l'a rappelé, c'est plus que ça en fait chez Saïd, parce que, et c'est là qu'il s'appuie donc sur les travaux de Foucault, notamment, et sur l'idée que le savoir est un pouvoir, que en fait, la constitution d'un savoir, entre guillemets, sur l'Orient, ou d'un discours sur l'Orient, qui s'est élaboré comme ça au fil des siècles par l'Europe, est en fait en soi un acte de domination. Il y a cette idée très forte chez Saïd que créer cette entité Orient, que subsumer tout un ensemble de peuples sous ce concept, que d'affirmer l'infériorité de ces autres, c'est en soi intellectuellement, avant même toute phase de conquête militaire ou coloniale, qui n'interviendra que plus tard, c'est déjà en soi un acte de possession. C'est très très important chez Saïd, et moi ça m'a beaucoup marqué cette idée qu'il y a intellectuellement déjà une prédation en fait. Il y a une affirmation hégémonique dans le fait même, dans le geste inaugural de dire l'Orient c'est. Alors, Todorov commente de manière assez intéressante, je trouve, cette idée en disant qu'en effet, je le cite,
le concept est la première arme dans la soumission d'autrui, hein, car il le transforme en objet, dit-il, alors que le sujet ne se réduit pas au concept, hein. Et Todorov fait remarquer, avec Saïd, avec Foucault, que le maître du discours est toujours le maître tout court. C'est très important, cette idée d'hégémonie ou de domination, hein, à laquelle Saïd, pour des raisons personnelles, était évidemment très sensible, qu'il a puisé aussi chez Foucault, évidemment. Cette idée que l'orientalisme s'est élaboré à partir d'une position de domination et que cette position de domination va ensuite se transformer progressivement en domination effective, en conquête, etc. Euh, mais cette idée que donc il y a au départ un geste de domination qui annonce, qui prépare et qui ensuite va accompagner une hégémonie réelle, mais dont la réalisation effective s'est faite à plusieurs siècles de distance. Donc je retiens aussi de Saïd, hein, cette idée que voilà, l'orientalisme c'est un discours, c'est un ensemble de discours, c'est un discours au sens idéologique et c'est une position de domination. Autrement dit, c'est un ensemble de représentations qui s'élabore à partir d'une position de domination. Définition que Saïd appelle politique, hein, et que moi je retiens parce qu'il me semble tout à fait important, je le disais ça dans mon introduction, de se rappeler que la représentation de l'altérité, hein, qu'elle soit d'ordre conceptuel ou d'ordre imaginatif, n'est jamais neutre et qu'elle est au contraire toujours surdéterminée par des rapports de force historiques. Pour le dire d'une autre manière, hein, les représentations dominantes sont toujours celles de la culture ou de la classe dominante ou de la civilisation dominante. Qui les produit et qui les utilise pour légitimer sa domination. C'est tout à fait valable en termes, je pense, ethnologiques ou en termes philosophiques. C'est tout à fait valable aussi dans le domaine des sciences sociales, hein, puisque ce n'est pas autre chose que ce que dit Bourdieu, par exemple, hein, pour penser justement la distinction, par exemple, hein, ou la légitimation de la domination de la classe bourgeoise sur le reste de la société. En tout cas, cette idée qu'il y a des représentations hégémoniques et que ces représentations hégémoniques ne sont que l'émanation des rapports de force en fait, entre les civilisations. Donc, à partir de ce constat, je me suis heurté à une difficulté majeure qui est justement de penser l'occidentalisme de manière symétrique. Puisqu'on commence à le comprendre, si l'orientalisme est fondamentalement un rapport de force, une hégémonie, comment penser symétriquement l'occidentalisme qui, précisément, ou en tout cas depuis le 19e siècle, ne peut pas s'élaborer sous la forme d'une hégémonie. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une asymétrie très forte, hein, et c'est ce qui incite Todorov, toujours dans cette même préface, à faire cette remarque que je trouve suggestive, hein, stimulante. Todorov remarquant qu'il y a eu que l'orientalisme s'est imposé dans l'histoire à l'Orient par l'Occident et que ça s'est imposé sur la base d'un rapport de force de plus en plus favorable à l'Orient, Todorov affirme que justement, c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu d'occidentalisme. Il dit, je le cite, « Est-ce un hasard si d'une part il y a un discours orientaliste en Occident, mais aucun discours occidentaliste en Orient ?» C'est l'un des premiers en fait, à utiliser le terme occidentaliste, mais pour faire remarquer que justement, et il dit, alors est-ce un hasard s'il y a un discours orientaliste mais aucun discours occidentaliste, et si de l'autre, c'est justement l'Occident qui a dominé l'Orient. C'est une question, mais c'est aussi en fait une sorte d'affirmation. Il y a orientalisme parce qu'il y a domination de l'Orient, il n'y a pas d'occidentalisme parce que justement l'Orient était dominé en fait. Donc, alors, moi je me suis posé la question, alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de discours occidentaliste précisément à cause de l'évolution défavorable des rapports de force? Et alors, dans ce cas, comment mobiliser le terme d'occidentalisme si on essaye de le penser par rapport à Saïd, hein, bien sûr. Parler symétriquement d'occidentalisme supposerait que les musulmans étaient vis-à-vis de l'Occident dans une position historique de domination semblable. Mais c'est vrai que depuis le 19e siècle, ce n'est pas le cas. Et alors là, il faudrait se demander si, dans l'histoire, il n'y a pas eu des moments où s'il n'y a pas eu des situations arabo-musulmanes de domination exprimant un ethnocentrisme musulman très, très fort. Et là, on pourrait se demander si, à d'autres moments de l'histoire, il n'y a pas eu quelque chose qui pourrait être une forme d'occidentalisme au sens vraiment symétrique de Saïd. Et c'est en ce sens que je propose de lire Oussama ibn Monqidh, parce que justement, c'est un texte qui renvoie
à la période des croisades, mais à une période où, en fait, donc, même si le monde musulman est profondément divisé, etc., il est quand même dans une position enfin, de force suffisante pour que son ethnocentrisme euh, ne soit pas ébranlé. Mais est-ce qu'on peut pour autant parler de position hégémonique d'un discours musulman sur l'Occident à cette époque? C'est pas clair pour autant. Et de fait, il n'y a pas eu, il y a pas eu de conquête de la part des musulmans à cette époque des territoires européens, puisque c'est au contraire eux qui ont été attaqués. Bon, c'est une question qu'on pourra se poser à partir du texte de Oussama ibn Monqidh, mais en tout cas, voilà la difficulté de penser à la notion d'occidentalisme dans un sens strictement symétrique. Et donc, j'ai fini par me dire qu'on pouvait quand même garder le concept en termes de critique littéraire, d'analyse du discours, de conception de l'altérité, et que la nécessité de prendre en compte le facteur historique dans la construction du concept pouvait amener à définir l'occidentalisme, depuis le 19e siècle en tout cas, comme un discours arabo-musulman sur l'Occident en situation dominée, comme un ensemble de représentations et de constructions imaginaires ou rationalisées produites par les dominés. Si on veut absolument garder cette dimension politique de la définition du concept, si on veut prendre en compte les rapports de force historiques entre les civilisations, alors, parler d'occidentalisme depuis le 19e siècle, c'est nécessairement reconnaître que c'est un discours produit par des dominés face à une domination, tandis que l'orientalisme serait au même moment un discours, une position de force en fait, un discours hégémonique. Bon, je ne crois pas que les collègues qui ont mobilisé le terme d'occidentalisme sont arrivés à cette définition peut-être un peu trop restrictive. Hein. Je crois qu'ils en sont restés, aussi bien Woltering que cette collègue, Salhi, dont j'ai lu rapidement les deux premiers chapitres j'ai lu rapidement les deux premiers chapitres de son livre. En fait, bon, ils gardent le terme simplement pour désigner les représentations, l'un médiatique, l'autre littéraire, de l'Occident dans tel ou tel corpus. Hein. Ils ne sont pas comme moi interrogés et un peu pris la tête, on va dire, sur la difficulté de le penser par rapport à Saïd et d'introduire les rapports de force. Ils ont un peu évacué la question. Et on peut aussi prendre le terme d'occidentaliste dans un sens assez neutre. Et dans ce cas, c'est juste une manière de renommer une attitude imagologique, en fait. Hein. Voilà. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça évacue quelque chose qui est quand même central, qui est la question des rapports de force. Donc, il ne peut pas y avoir d'occidentalisme dans un sens réellement symétrique si les rapports de force historiques ne sont pas équivalents ou ne sont pas les mêmes. Moi, je pense que c'est important de continuer à penser ça. Alors, à partir de là, moi, comme je viens des études littéraires, hein, j'ai essayé d'appliquer cette réflexion à la littérature, hein, et je me suis posé trois grands types de questions. La première question, c'est est-ce que la littérature constitue un espace spécifique de réflexion distinct des autres discours sociaux sur l'Occident? Autrement dit, est-ce qu'il y a un occidentalisme ou des occidentalismes littéraires qui serait distinct des occidentalismes médiatiques ou politiques, philosophiques? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un Occident ou des Occidents? Est-ce que l'Occident est un fait unitaire? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt envisager des Occidents différenciés et donc des occidentalismes? Et c'est évident qu'on arrive très vite à cette conclusion qu'on ne peut pas généraliser, essentialiser, mais qu'il y a une diversité en fait, de représentations. Et que là, on peut proposer des typologies différentes. Alors, Robert Woltering, par exemple, lui, par son étude des médias, il a proposé une typologie à 5 termes. Il dit finalement, quand on étudie un corpus médiatique, égyptien en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il y a 5 types d'Occident. Il y a 5 Occidents en fait. Hein. Il y a l'Occident bénéfique, l'Occident maléfique, l'Occident faible, l'Occident réapproprié, l'Occident idéalisé. Voilà.
Donc lui, il propose une typologie comme ça. J'ai vu que notre collègue Zahia Smail Salhi propose, elle, une typologie à 3 termes. Occidentophilia, occidentophobie et ambivalence towards the Occident. Donc, voilà, une occidentophilie, phobie et une ambivalence. Et il est clair qu'il faut absolument, on ne peut pas mobiliser le concept de manière unitaire, générale, transhistorique. Il faut absolument le spécifier selon les périodes, c'est la première des choses, puisque ça permet de prendre en compte la question des rapports de force historiques. La deuxième des choses, c'est selon les locuteurs, et en ce qui concerne la littérature, selon les écrivains. Et on pourrait là aussi introduire, Touria, je pense que ça t'intéresserait beaucoup, la question du genre sexuel, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des occidents chez les écrivains masculins qui seraient différents des occidents écrits par des femmes, par exemple, hein, dans le monde arabe. Je ne connais pas très bien cette question, mais ce serait une... Voilà. Il y a des occidents ou des occidentalismes, donc selon le genre littéraire. C'est évident qu'il y a sans doute des occidents différents selon la poésie, le théâtre, le roman, mais aussi en fonction de la nature fictionnelle ou non fictionnelle des textes. Est-ce que, par exemple, les occidents des récits de voyage, qui ont été très nombreux depuis le 19e siècle en Occident, sont comparables ou semblables ou identiques aux occidents des romans ou des récits fictionnels? Et qu'est-ce que les récits fictionnels apportent de plus à la réflexion justement sur ces occidents? Et puis la troisième sous-question que je posais, c'est celle de la langue. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des occidents et des occidentalismes arabes, arabophones, en langue arabe, qui seraient distincts des occidentalismes francophones, et éventuellement des occidentalismes anglophones, puisqu'il y a aussi une certaine littérature anglophone qui se développe dans le monde arabe, hein, même si c'est un peu marginal, mais voilà. Est-ce qu'on parle de l'Occident de la même manière dans la langue, hein? En tout cas, bon, alors, là, chacun est libre, évidemment, d'établir sa propre typologie selon son corpus, hein, de synthétiser son corpus un peu de la manière qui lui semble la plus pertinente. Mais c'est évident, là je récapitule, hein, que on peut pas utiliser occidentalisme au sens, à mon avis, au singulier, hein. Il y a des occidentalismes, comme il y a des occidents, selon donc tous les facteurs, hein, que j'ai énoncés, la période, les écrivains, le genre littéraire, la langue, etc. Alors, dans une deuxième partie, hein, de l'exposé, je vous propose de regarder ensemble deux exemples d'occidentalisme, hein, à mon avis assez marquants, qui correspondent à deux époques tout à fait différentes. Voilà. Donc, des extraits d'un livre on va dire homme politique, écrivain, même si le mot est tout à fait anachronique pour l'époque, poète, lettré en tout cas, hein, un Syrien du XIIe siècle qui s'appelait Oussama ibn Munqidh. Et ce livre, c'est le Kitab al-I'tibar, qui a été traduit par André Miquel. Et André Miquel qui a écrit une très très belle préface, hein, dans la traduction à l'imprimerie nationale du texte de Oussama ibn Munqidh. Et la traduction, c'est des enseignements de la vie. Bon, traduction un petit peu libre de ce livre des considérations de Oussama ibn Munqidh. Quelques mots sur ce Oussama, je le dis rapidement parce que sinon ça va nous embarquer dans une conférence de 3 heures, hein. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et sur Oussama et sur Tahtaoui. Je vais survoler les textes là, hein, vous m'en excuserez, mais c'est juste pour vous donner quelques aperçus et peut-être des illustrations concrètes. Et j'espère vous donner envie de lire ces textes absolument passionnants. Vraiment, j'ai adoré ces textes. Oussama ibn Munqidh, donc, faisait partie d'un clan syrien qui a été
assez important, disons, dans la première partie du XIIe siècle, en Syrie, dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, en fait. Et lui, Oussama, qui est donc né en 1095, et 95, pour donner un repère, c'est l'année où la première croisade est prêchée par le pape Urbain II à Clermont. Et donc, il est né à Shaïzar, qui est une toute petite localité de Syrie. Et alors, il a eu une vie politique assez mouvementée. Alors, c'était un lettré, fin lettré, poète. Il écrivait de la poésie. Il était très apprécié comme poète, d'ailleurs. À la fin de sa vie, il a eu le temps de faire un diwan, donc de réunir ses textes dans un volume, texte poétique. Et il a joué un rôle politique assez de premier plan, en fait, au service de différents maîtres, de différents souverains de l'époque, dans une guerre assez compliquée entre les musulmans, qui eux-mêmes étaient divisés, les Arabes, les Turcs, les Kurdes, et les croisés, d'autre part, avec des alliances en permanence qui se défaisaient entre musulmans et chrétiens au fil du temps, entre musulmans et musulmans. Là, Osama, il a joué un rôle politique de premier plan. Je passe sur les détails que vous trouverez dans la préface d'André Miquel. Mais ce qu'il faut noter, c'est que à un moment donné de sa vie, il a été collaborateur du sultan de Damas, enfin du ministre, en fait, qui était le maître de Damas. Et il a été son émissaire vis-à-vis des Francs, qu'il appelle les Ifranj, qui est l'appellation classique au Moyen-Âge pour désigner, bon, en gros, les Européens. Et il a à peu près entre 1138 et 1140, très exactement, et ensuite entre 1140 et 1143, donc dans les années 1140, il a fait plusieurs voyages à Jérusalem et dans les principautés franques, dans les États qui avaient été établis donc, par les croisés, dans ce qui est aujourd'hui donc l'espace syro-palestinien. Et donc il a rencontré beaucoup de francs, de croisés, puisque c'était une sorte d'émissaire diplomatique à ce moment-là de Damas. Il s'est lié d'amitié avec les Templiers en particulier, et il s'est beaucoup promené dans les différentes principautés franques. Il a observé tous ces francs, il en a rencontré beaucoup. Et donc, de ces observations, il a tiré toute une série de considérations dans le Kitab al-I'tibar qui sont un témoignage, je trouve, extrêmement passionnant alors d'une certaine période de l'histoire, qui est évidemment pas du tout neutre, qui est une période de guerre, d'agression des musulmans par les Franges, qui non seulement ont attaqué militairement les musulmans, mais qui ont colonisé en fait une partie de ce littoral. C'est un témoignage extrêmement passionnant de la manière dont un fin lettré, profondément musulman du XIIe siècle pouvait considérer cette altérité en fait franque, dont il a été un observateur vraiment très, très privilégié. Alors, je passe en fait sur toute une série de choses qu'il faudrait dire sur l'outillage mental qui était à sa disposition en fait pour penser, disons, la différence chrétienne, etc. En fait, bon. Mais en tout cas, ce que vous verrez en lisant les extraits, et on lira surtout quelques extraits en particulier. Donc, je ne sais pas si Toria, là, tu vas pouvoir partager sinon je les lirai en fait, des extraits de ce texte-là. Alors avant d'en arriver à un texte, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans ce texte qu'il a écrit à la fin de sa vie, vers la fin du XIIe siècle. Il est mort en 1188 et il a dicté son œuvre quasiment à la fin de sa vie. Donc, en fait, la représentation des Ifranj, des francs, donc, est globalement négative. Ça, c'est ce qui frappe. Donc, il consacre aux francs plusieurs développements, un chapitre entier de son livre. On voit défiler tout un peuple anonyme, désigné donc sous le nom générique de francs. On voit défiler aussi des personnages plus individualisés. Et la description qu'il fait d'eux s'inscrit clairement dans une perspective, on va dire, musulmane.
le jugement qu'il porte sur eux, puisqu'il ne cesse de les juger, et très négativement d'ailleurs, hein, se déploie à partir du point de vue religieux de l'islam qui gouverne idéologiquement le livre. C'est un jugement négatif, même si on trouve dans le Kitab al-I'tibar plusieurs témoignages d'intérêt, voire de sympathie. Alors, je ne sais pas si on peut dire d'amitié que Osama aurait éprouvé pour certains francs. Il y a comme ça une série de textes assez beaux, je trouve. Hein, alors, il y en a un, par exemple, page 291, que je peux lire. Hein. Je ne sais pas, Toria, tu préfères que je le lise peut-être, hein, ou c'est difficile de le partager. Page 291, je veux que je lise. Ouais. Quelques anecdotes concernant justement ces liens assez proches qu'il a pu avoir avec certains francs. Donc page 291, vous verrez, c'est un passage que j'aime beaucoup. Loué soit le Créateur, l'auteur de toutes choses, quand on est au fait de ce qui touche aux francs, on ne peut qu'exalter et sanctifier le Très-Haut, car on voit en eux des bêtes. Alors le mot qui revient très souvent, c'est baha'im, bahim, donc l'animal. Hein, ce sont des baha'im qui ont la vertu du courage, shaja, et de l'ardeur guerrière. Là, je n'ai pas le texte arabe parce qu'en fait, voilà, j'ai déménagé, ma bibliothèque est dans des cartons. Donc, je me souviens qu'il dit ça. Mais rien de... je crois que l'ardeur guerrière, c'est Fadilat peut-être le qital ou un truc comme ça. Mais rien de plus, tout ainsi que d'autres ont la vertu de la force et de l'endurance à porter des fardeaux. Voilà. Donc, mais ça, c'est un jugement qu'il dit très souvent, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même des brutes. Et pourquoi? Justement parce qu'ils sont en dehors de la religion, en fait, de la religion musulmane, de la bonne religion. Alors, donc il dit, je vais évoquer quelques-uns de leurs traits et bizarreries et de leur mentalité. Il y avait dans l'armée du roi Foulque, fils de Foulque, un honorable chevalier franc qui, venu de leur pays pour faire le pèlerinage, allait s'en retourner. Il devint mon familier et s'attacha à moi, m'appelant son frère. L'amitié ayant créé entre nous des relations suivies, et lui-même s'étant décidé à prendre la mer pour regagner son pays, il me dit « Frère, je m'en vais chez moi. J'aimerais que tu laisses partir avec moi ton fils. » Celui-ci, âgé de 14 ans, m'accompagnait. Dans mon pays, il regarderait les chevaliers, il apprendrait la sagesse et la chevalerie, et quand il reviendrait, il aurait pris l'allure d'un homme sensé. Alors, c'est intéressant parce que j'ai plus le texte arabe en tête, hein, mais il y a toute une réflexion sur la sensée. Je crois que c'est aql, hein, c'est la raison. Et chacun se renvoyant justement le fait que la raison enfin, il n'y a justement pas de partage de la raison. Hein. Mon oreille fut frappée de pareils propos qui ne pouvaient émaner d'une tête raisonnable. Car si mon fils eût été fait prisonnier, il n'y aurait rien eu de pire dans sa captivité que d'être emmené au pays des Francs. Je répondis par ta vie, c'était bien ce que j'avais en tête, mais j'en suis empêché par l'affection que sa grand-mère porte à l'enfant. Elle ne l'a laissé venir avec moi qu'après m'avoir fait jurer que je le lui ramènerai. Ta mère vit donc encore, me demanda le chevalier. Oui, alors ne la contrarie pas. Donc, il trouve une excuse comme ça pour ne pas blesser son. Mais c'est un texte, enfin, c'est un passage très intéressant parce qu'en fait, ce chevalier franc, compte tenu de ce qu'était la chevalerie à l'époque, donc un ordre militaire et en voie d'institutionnalisation aristocratique, c'était évidemment une marque d'amitié et d'estime très profonde que lui faisait ce chevalier franc, que de lui proposer d'emmener son fils en Europe pour en faire un chevalier. Et Oussama prend évidemment très mal cette proposition qui lui paraît la pire des solutions. Il ne peut absolument pas envisager que son fils parte dans ce pays dont il considère qu'il est vraiment en dehors de la civilisation. Donc ça montre beaucoup de choses. Hein. Je ne peux pas rentrer dans le détail de l'analyse du texte, mais ça montre qu'il y a vraiment une incompréhension profonde sur les institutions de qu'est-ce qu'un chevalier en Occident, qu'est-ce qu'un faris en islam. Il y a un autre texte dans lequel justement un des rois francs s'étonne que Oussama soit un faris, c'est-à-dire l'équivalent, mais pas tout à fait, d'un chevalier dans son clan, etc. Donc il y a toute une série de malentendus sur les institutions, sur les concepts et sur le vocabulaire, en fait. Hein. Il n'y a pas d'intercompréhension. Et là, en particulier, ce qui était intéressant dans ce passage, c'est que chacun est rejeté en fait en dehors de la civilisation par un ethnocentrisme très profond, et il n'y a pas de partage de la raison, c'est-à-dire que
Le franc dit justement, grâce à cette éducation chrétienne, on va en faire un homme sensé. Et Oussama disant, c'est justement c'est le même mot, aql, hein, qui est utilisé, mais pour dire que c'est l'apanage exclusif de l'un ou de l'autre. En fait. Il n'y a pas de raison commune, en fait. Hein. C'est intéressant. Page 297, il y a un autre euh, passage assez marquant qui montre son amitié avec les Templiers. Page 297. Hein. Tous les nouveaux arrivés en terre franque ont un comportement plus inhumain que ceux qui s'y sont acclimatés et qui ont fréquenté les musulmans. Je crois que je me rappelle qu'en arabe, c'est que ceux qui ont taqaddamu wa ashul muslimin, ceux qui sont acclimatés, qui ont fréquenté les musulmans. Je vais donner un exemple de l'inhumanité de ces gens-là. Lors d'une visite à Jérusalem, j'entrais donc dans la mosquée éloignée, sur le côté de laquelle il y avait un petit oratoire que les Francs avaient converti en église. Quand j'allais à la mosquée où se trouvaient mes amis les Templiers, ils laissaient libre pour moi ce petit oratoire, j'y faisais mes prières. J'étais entré là un jour, j'avais prononcé la formule Dieu seul est grand, et me tenais debout tout à ma prière lorsqu'un Franc se rua vers moi, me saisit et tourna ma tête vers l'Orient en disant « C'est de cette façon-là que tu dois prier ». Un groupe de Templiers intervint aussitôt, ils se saisirent de lui et l'expulsèrent loin de moi. Je me remis à ma prière, mais le même homme, échappant à leur attention, revint se jeter sur moi, tourner mon visage vers l'Orient et me dire « C'est de cette façon-là que tu dois prier ». Les Templiers entraient de nouveau pour le prendre, hein, le chassèrent en me demandant de l'excuser. C'est, m'expliquèrent-ils, un étranger qui est arrivé ces jours-ci des pays francs. Il n'a jamais vu prier personne autrement que vers l'Orient. J'ai assez prié comme ça, répondit. Je sortis encore sous le coup de l'étonnement que m'avait donné cet homme avec son visage décomposé, hein, son tremblement, son saisissement à la vue de quelqu'un qui priait vers la Mecque. Et un autre, donc là, il a été quand même sauvé hein, par ses amis et ses alliés, hein, les Templiers. Donc, il fait cette différence entre les Francs qui sont installés de plus ou moins longue date et qui ont adopté, sinon une partie des coutumes, du moins qui prennent en considération en fait hein, la manière musulmane, donc de prier en l'occurrence, mais aussi donc par exemple les manières de table et les nouveaux venus hein, bon, qui se comportent réellement comme des barbares. Et il y a un dernier exemple que j'aime bien, parmi les exemples un peu optimistes, hein, parce que fondamentalement, Oussama a une vision très négative des Francs, c'est page 303. Page 303, en bas de la page. Parmi les Francs, il y en a qui se sont acclimatés, toujours la même chose, qui ont pris l'habitude de la fréquentation des musulmans. Ceux-là sont meilleurs que les autres, nouvellement installés dans leur pays, mais constituent l'exception, qu'on ne saurait ériger en règle. Alors voilà l'anecdote. À ce propos, je dirais que j'avais envoyé pour quelque affaire un de mes compagnons à Antioche, donc ce n'est pas lui, mais c'est un de ses compagnons, où se trouvait le chef, Théodoros Sophianos, lié d'amitié avec moi, qui avait pleine d'autorité dans la ville. Il dit un jour à mon compagnon, un ami à moi, un franc, m'a invité. Tu viendras avec moi pour voir comment font ces gens-là. J'allais avec lui, me raconta mon compagnon, et nous arrivâmes à la maison d'un chevalier de la vieille génération, l'un de ceux qui étaient partis de chez eux avec les premières expéditions franques. Rayé des rôles et dispensé de service, il possédait à Antioche une propriété dont il vivait. Il nous présenta une belle table et des mets aussi propres, aussi fins qu'on peut l'imaginer. Voyant que je m'abstenais de manger, il me dit « Mange, fais bonne chère. Moi non plus, je ne mange pas de nourriture franque. Chez les cuisinières égyptiennes, je ne mange que ce qu'elles préparent et la viande de porc n'entre pas sous mon toit, qui est devenu halal. Enfin, ça mange halal chez ce vieil installé. Je mangeais donc en restant sur mes gardes et puis nous nous en allâmes. Quelque temps après, en passant par le marché, je suis agrippé par une femme franque qui se mit à vociférer dans leur langue. Et d'ailleurs, je me rappelle que dans ce passage arabe, c'est dommage que je n'ai pas le texte, hein, mais je me rappelle que j'avais mis… En fait, le mot arabe pour vociférer, c'est taberbiru. Et ça, je m'étais demandé, je crois qu'on en avait parlé ensemble, Toria, et j'en avais aussi parlé avec Hubert, je crois. C'est-à-dire que c'est Barbara. Et je me demandais un peu si ce n'était pas un emprunt en grec, en fait, hein, mais littéralement, c'est taberbiru, en fait. Hein. Donc, un peu comme le barbare et celui qui ne parle pas grec. Hein. C'est étonnant, hein, il faudrait revenir sur ce mot, mais littéralement, c'est ça que dit le texte, je crois. Donc, ils vociféraient dans leur langue, c'est étoffé comme ça dans la traduction. Un groupe de Francs s'assembla et leur hostilité me fit croire à coup sûr que j'allais périr, mais voici qu'arriva ce chevalier, donc avec lequel il avait mangé. En s'avançant, il me vit et s'approchant de la femme, lui dit « Qu'as-tu à faire avec ce musulman ?» Il a, répondit-elle, tu es mon frère Urso. Ce Urso était un chevalier d'Apamée, tué par quelqu'un d'armé de Hama. Le chevalier, en criant, répliqua à la femme, cet homme est un bourgeois. Là aussi, c'est d'ailleurs c'est un emprunt dans le texte, hein, c'est Bourgesi.
qui ne se bat pas, qui n'a jamais vu une bataille, et le chevalier, toujours à grands cris, s'en prit aux gens qui s'étaient rassemblés. Ils se dispersèrent, cependant que lui m'emmenait, ma main dans la sienne. C'est quand même un motif touchant. Telles étaient les suites d'un repas pris en commun, j'avais échappé à la mort. Et en quelques exemples comme ça, il faudrait lire en détail, hein, de proximité, je ne sais pas si on peut dire d'amitié, mais voilà, de proximité entre Oussama et quelques Francs, alors avec des conditions, c'est qu'ils soient là depuis de longue date, qu'ils connaissent les mœurs des musulmans, qu'ils se soient un peu débarrassés de leur brutalité, animalité de Francs et qu'ils soient un petit peu polis en fait, hein, au contact de la civilisation musulmane. Mais ce sont des exceptions. Et dans la plupart des autres extraits, hein, que je ne vais pas lire parce qu'on n'a pas le temps, mais que vous lirez, ce qui domine, c'est l'hostilité, la condamnation morale, hein. Oussama reconnaît que dans le domaine de la guerre, les Francs sont très braves. Alors ça, c'est sûr qu'il leur reconnaît qu'ils sont très braves, mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas d'honneur. Et donc, sans honneur, leur vaillance n'est qu'une pulsion irraisonnée, hein. L'idée que ce sont des bêtes, mais quelque chose qui revient très très souvent. Bon, ils considèrent qu'ils sont évidemment profondément impies, ignorants, et que leur médecine, il y a tout un passage sur la médecine, est dirigé par la sottise la plus complète, hein. Donc, on voit bien comment, hein, si on se réfère par exemple au livre que François Hartog a consacré à la représentation de l'altérité chez les Grecs anciens, dans le miroir d'Hérodote, hein, on voit bien qu'ici, la négativité est au principe de la construction de l'altérité par inversion. Pour reprendre un concept de François Hartog, hein, le franc est l'anti-même, hein, et ce processus culmine dans la déshumanisation et l'animalisation. Le franc est rejeté hors de l'ordre humain, en fait, dans la bestialité. Et on voit qu'ici, Oussama se sert du miroir en négatif, comme dit François Hartog, franc, pour, pour définir aussi, pour réaffirmer l'identité musulmane par opposition et par renversement des valeurs. Bon, c'est un processus très, très classique, hein, de construction de l'identité par différenciation avec une altérité qui est l'inverse en fait, hein, identité inversée. Alors c'est évident que la situation de guerre, hein, des croisades a renforcé la différence culturelle et religieuse, exacerbé ce rejet des Francs, puisque les croisades faisaient d'eux à la fois des étrangers, mais aussi des ennemis, hein. Euh, et alors, il y a des remarques très intéressantes d'André Miquel dans sa préface sur le fait que la dynamique historique, hein, qui a peu à peu amené les forces musulmanes à se réunifier et qui a amené à la défaite des croisés, hein, au bout d'un siècle, se traduit dans le livre par l'évolution du regard porté sur les Francs. En fait, il fait remarquer que les rapports d'estime et d'amitié qu'Oussama a pu nouer avec certains Francs ont pris place dans la première partie de sa vie. Et qu'à partir du moment où il quitte Jérusalem pour d'autres missions, il est de plus en plus hostile, et probablement parce qu'il est de plus en plus imprégné non seulement des valeurs de l'islam, mais aussi des valeurs de cette espèce d'esprit de, de guerre, de libération, dont Nour ed-Din et Saladin ont ensuite été les champions. Et moi, je pense qu'on peut considérer ces passages sur les Francs, alors je le dis très vite, et c'est assez grossier ce que je dis, vraiment, ça mérite énormément de commentaires, de détails, hein. C'est un texte très très riche, mais je pense qu'on peut considérer que le Kitab, en tout cas les passages sur les Francs dans le Kitab, alors, ne sont pas exactement une sorte de contre-discours opposé au discours orientaliste, hein, ça aurait pu être le cas, mais il semble qu'Oussama n'ait pas eu accès aux textes des Européens sur les musulmans, donc il ne répond pas réellement à ces textes par un autre texte. Ce n'est pas vraiment un contre-discours, hein, mais c'est une sorte de réponse, disons, intellectuelle qui accompagne la résistance militaire par la guerre. Et je propose de penser le livre selon le modèle de ce que l'anthropologue Gregory Bateson appelle la schismogénèse, hein. C'est un concept que j'aime bien chez Gregory Bateson dans son livre Vers une écologie de l'esprit, c'est-à-dire un processus de différenciation en fait, symétrique, qui naît de la rencontre entre deux affirmations de soi ou deux volontés de domination, et qui accroît l'hostilité mutuelle en provoquant la disparition de l'autre modèle relationnel possible qui est celui de l'échange. Il y a pas vraiment d'échange en fait, hein.
il y a quelques moments comme ça de proximité, mais ils sont très rares. Et puis globalement, tout ça va vers une espèce de position et de binaire, comme tu disais, Toria, au tout début, mais en tout cas de différenciation antagonique, en fait. Hein. Malheureusement, c'est comme ça que chacun réaffirme sa propre identité dans le sacrifice, justement, de ce qui pourrait, au contraire, être la réciprocité et l'échange. Et ce qui est intéressant, je le dis trop rapidement là encore, mais c'est que dans ce qu'on va appeler le discours occidentaliste d'Oussama sur les Francs, les femmes franques sont vraiment au cœur de ce qu'on pourrait appeler de manière un peu anachronique son anthropologie, en fait, son anthropologie franque. Et ça, c'est aussi, évidemment, c'est un lieu commun du discours arabo-musulman sur l'Occident. La question des femmes, elle revient tout le temps, mais c'est parce que c'est un marqueur de la différence occidentale, les femmes, vraiment. Et simplement, cette différence, elle n'est pas pensée de la même manière selon les époques. On va voir qu'au contraire, là, chez Tahtaoui, on va voir que c'est au contraire quelque chose d'assez positif. Hein. Mais traditionnellement, c'est quand même un motif d'étonnement et souvent de réprobation de la part des voyageurs, notamment, ou des chroniqueurs qui voient en fait la liberté, entre guillemets, dont, dont bénéficient les femmes, disons, en Occident. Et chez Oussama, on voit bien comment les femmes, puisqu'il consacre plusieurs passages aux femmes musulmanes et aux femmes franques, il oppose le modèle des femmes musulmanes au contre-modèle des femmes franques, hein, on voit bien comment la femme est un élément cardinal de son anthropologie, comment c'est pour lui voilà, une pièce centrale du dispositif par lesquels il les pense et les juge aussi, parce qu'il fait les deux. Alors, il évoque, hein, c'est intéressant, même avec beaucoup de pudeur, son propre foyer. Hein, et il y a certaines, alors je ne lis pas les passages parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais il y a certaines figures de femmes musulmanes, hein, comme sa grand-mère notamment, qui sont vraiment des modèles pour lui, des modèles de piété. Hein, il insiste beaucoup sur la manière dont elles sont très religieuses, elles sont capables de passer la nuit à prier, même au grand âge et tout. Et c'est des modèles d'honneur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un risque sur l'honneur des femmes en situation de guerre, ça arrive très souvent, ils sont attaqués en permanence, leur forteresse est attaquée par différents types d'ailleurs d'ennemis, hein, pas seulement les croisés, mais aussi les assassins à un moment donné, et d'autres. À chaque fois, les femmes non seulement s'arment pour résister, mais sont prêtes aussi à mourir plutôt qu'à subir le déshonneur d'être captives. Il y a un passage, je n'ai pas le temps de le lire, là où Osama dit à un moment donné, les assassins étaient chez nous, ma grand-mère avait mis ma sœur tout habillée sur le rebord de la fenêtre et elle était prête à la pousser dans le vide si jamais ils étaient rentrés dans la pièce. Et il est très content, il dit voilà, ça c'est l'honneur musulman. De même, à un moment donné, il y a alors c'est un Kurde cette fois, hein, mais un Kurde musulman donc c'est une autre anecdote, hein, un certain Aboul Jeish qui avait une fille appelée Rafoul, hein, c'est page 323 ça. Les Francs s'emparèrent d'elle et le père, obnubilé par sa disparition, dit un jour à tous ceux qu'il rencontrait: Rafoul est prisonnière. Le lendemain matin, nous partîmes cheminer le long du fleuve. Nous aperçûmes alors vers la rive quelque chose de sombre. Nous dîmes à l'un de nos serviteurs d'aller à la nage voir ce que c'était. Il s'en approcha. Cette chose sombre était Rafoul, vêtue de bleu. Elle s'était jetée du cheval de son ravisseur franc et noyée. Ses habits étaient pris dans un saule. Et la conclusion, l'angoisse de son père s'apaisa. C'est-à-dire qu'elle est morte, mais l'honneur est sauf. Et c'est ça qui est le plus important. Donc ça, c'est Alors, il insiste énormément hein, pour justement opposer donc, ce modèle de la femme musulmane autour des valeurs centrales que sont la piété euh, et l'honneur. La clairvoyance aussi, hein, puisque sa grand-mère a très bien compris les différentes intrigues qui se nouent dans sa propre famille et est capable de lui donner de très bons conseils. Donc là aussi, il considère que les femmes peuvent avoir aussi, des qualités, disons, pas seulement morales, mais psychologiques, hein, qu'il leur reconnaît. Et ce modèle des femmes musulmanes est vraiment opposé aux femmes franques qui donc, contribuent à un contre-modèle. Et le problème, ce n'est pas tellement les femmes franques, d'ailleurs, c'est plutôt la manière dont les hommes, les francs, se comportent vis-à-vis de leurs femmes. Hein. En fait, en gros, Oussama, ce qui le choque, c'est moins la liberté des femmes, encore qu'il ne comprend pas très bien pourquoi elles peuvent se promener librement, par exemple à Jérusalem, et dévoiler dans la rue. Mais ce qui le choque profondément, ce n'est pas ça. Ce qui le choque, c'est pourquoi les hommes laissent faire ça. Hein, donc, il y a des tas de passages hein,
où il déplore le manque de jalousie, hein. Il dit hayra je crois que c'est ça, hein, je ne sais plus quel est le mot exactement qu'il utilise, des francs. Alors il donne plusieurs anecdotes. À un moment donné, il y a un franc qui, bon, c'est un peu rigolo ça, on peut le dire quand même, qui emmène sa femme ou sa femme, je crois, au bain où il y a des hommes, hein. Alors voilà. Alors, il y a une anecdote que j'aime bien, page 297. Les Francs, en bas de la page 297, n'ont pas la moindre bribe d'honneur ni de jalousie. Chez eux, un homme se promène avec sa femme. S'il en rencontre un autre, celui-ci la prend à l'écart et s'entretient avec elle, tandis que le mari reste planté à côté, attendant qu'elle ait fini de causer. S'il trouve que l'entretien se prolonge, il la laisse parler avec l'autre et va son chemin. Je trouve ça marrant parce que ça pourrait être un sketch de Gad Elmaleh, ça, hein. C'est vraiment ça, c'est le blond. Excusez-moi, mais il y a ce sketch chez Gad Elmaleh où justement le blond, il trouve trouve sa femme avec quelqu'un d'autre et il lui dit Chérie, c'est qui le monsieur dans ton lit Une connaissance, autant pour moi. Et donc Gad est en fait, lui, tout à fait l'héritier de toute une tradition de stéréotypes, hein, arabo-musulmans évidemment, sur les franges, enfin sur les Européens, et sur le fait qu'ils leur laissent faire absolument n'importe quoi à leurs femmes, hein. Donc et moi je trouve que c'est vraiment marrant, quoi. Alors là, Oussama, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Il est à Jérusalem et là pour le coup, c'est incompréhensible, c'est inconcevable pour lui. Il n'y a même pas besoin d'exprimer un jugement, hein. Je veux dire, le jugement est implicite, hein. Voilà. Et, alors, il y a, euh, il y a cette autre anecdote que j'aime bien, page 299, hein. Donc, il y a un franc qui vit dans un hammam, qui va dans un hammam, et donc c'est pas Osama qui a vécu ça directement, il le rapporte, et qui donc avise euh, un musulman qui est au bain, et, et, et qui garde une serviette autour de la taille. Et donc le franc lui arrache la serviette et constate que le musulman s'est rasé les poils du pubis, hein. Et à cette vue, le franc trouve ça formidable, quoi. Et donc il étend la main sur mon pubis et dit Salim, comme c'est bien, par la vérité de ma religion, fais-moi autant. Donc il s'étendit sur le dos. Cet endroit-là était chez lui pareil à la barbe. Quand je lui rasais, il se passa la main sur le pubis et le trouvant doux au toucher, me dit Salim, par la vérité de ta religion, fais la même chose à la dame. Et le chevalier désignait ainsi son épouse. Il appela un serviteur à lui, dit à la dame de venir. L'autre s'en fut, ramena la femme et la fit rentrer. Elle s'allongea sur le dos, fais-lui la même chose qu'à moi. Je lui rasai donc ces poils-là, tandis que le mari, assis, me regardait faire. Il me remerciait et me payait le prix de ses services. Ouais, donc ça, c'est vraiment considéré, dit Oussama, cette contradiction majeure. Les Francs n'ont ni jalousie, ni point d'honneur, alors qu'ils sont extraordinairement braves. Pourtant, le courage ne saurait procéder que du point d'honneur et de la répulsion. Nous devons être pour tout ce qui pourrait entacher notre réputation. Je vais simplement peut-être poser une question Ouais. par rapport à la façon dont Ibn Munkis perçoit l'altérité du franc. J'ai l'impression que c'est donc de manière très négative, soit effectivement de manière comme cet autre qui est impossible d'assimiler, soit effectivement de manière légèrement positive avec ces cas justement de rapprochement. Comment est-ce que justement Oussama envisage la notion de conversion? Parce que il y a justement cette idée que certains francs ou prisonniers se sont convertis à la religion musulmane. Est-ce qu'il envisage ça comme une possible assimilation de l'altérité, ou est-ce que le franc reste, même converti, un étranger radical? Ouais, c'est une bonne question et je crois qu'il n'y a aucune évocation par lui de Franck qui soit converti dans le texte. Enfin, dans mon souvenir, ça n'apparaît pas en fait. Il n'en a pas rencontré et donc du coup, il se prononce pas sur la question. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais je crois qu'il n'en a pas rencontré. Et il a vu donc il a rencontré des Francs qui s'étaient acclimatés, hein, qui mangent pas de porc, mais pour autant ne sont pas devenus musulmans, je crois. Ouais. Donc, voilà, donc je crois qu'il répond pas, enfin, il n'évoque pas, hein, ce genre de situation. Parce qu'il me semblait qu'à un moment, il évoquait justement le cas d'un jeune garçon qui, se convertissant à l'islam, épouse une fille musulmane.
Ah oui, c'est vrai. a 2 enfants et finit par retourner chez les Francs où il se reconvertit au catholicisme, il me semble. Bon. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a ce passage-là. Ouais. Et ben oui, ben voilà. Donc, Mais il me semble pas qu'il y ait de jugement vraiment sur le fait qu'il y ait cette double conversion. D'abord à l'islam, puis de nouveau au catholicisme. Il me semble pas qu'il y ait de jugement ni positif ni négatif, peut-être un peu ironique, je en sais fait, je ne l'ai plus en tête, ce passage. Il est où? pas. Je crois qu'au contraire, il trouve que c'est aberrant. Hein. C'est à la fin du passage à propos des femmes, c'est à la fin du chapitre, lorsque les femmes de France sont faites prisonnières, mais je me souviens plus de la page spécifique. Mm. Mm. Moi, je crois qu'il. Ouais. Une Non, mais autre manière, pardon, ouais. Ben, une oui, autre manière de poser la question, c'est de voir est-ce qu'il associe ce trait culturel qui consiste à l'absence de la reira qui n'équivaut pas exactement seulement à jalousie, mais ouais. comme tu l'as dit, à jalousie et fierté et honneur. Mm. Reira, c'est polysémique, ça signifie à la fois être jaloux et en même temps faire preuve de fierté et d'honneur. Mais est-ce qu'il associe ce trait à la religion? Est-ce qu'il considère que c'est parce qu'on est chrétien ou franc que l'on n'a pas cette jalousie? Je ne crois pas qu'ils le disent, en tout cas de manière ouverte. Ouais, il articule pas explicitement, mais ça va ensemble, quoi, disons. Chez le franc, il y a à la fois le christianisme et l'absence de jalousie. Non, il dit pas que c'est le christianisme qui fait l'absence de jalousie. Non, c'est vrai, c'est pas la cause. Mais c'est deux déterminations d'un même ensemble civilisationnel, quoi. Mm. Et ouais, pour répondre à Camille, ben, on voit bien dans la fin, c'est page 287, oui, c'est vrai. Bah, il n'a pas besoin de dire qu'il trouve aberrant cette conversion, mais il dit que Dieu purifie le monde de ces gens-là, c'est-à-dire c'est complètement absurde en fait. Hein. Alors que justement, il s'était converti, sa religion était de bonne aloi, enfin, il était passé du bon côté. De revenir justement au christianisme, enfin, c'est complètement, enfin, c'est une absurdité en fait. Hein. En fait, en islam, c'est plus qu'une absurdité, c'est la C'est fameuse une, ridda. ouais, c'est une Ridda, apostasie. c'est Apostasie. vraiment, oui, c'est l'apostasie, c'est l'extrême péché, Ouais, quoi. ouais, Mm. voilà. Oui, oui, On donc peut se c'est convertir, mais on ne peut pas se convertir 2 fois ou 3 fois. ouais, ouais, donc c'est ça, c'est pas seulement absurde, c'est vraiment c'est un péché. Enfin, c'est C'est pas un une péché. notion Mm. vraiment, mais c'est une faute profonde, quoi. Enfin, c'est une erreur profondément condamnable, quoi. Alors, si vous voulez, je passe rapidement à Tahtaoui parce que sinon, et puis en plus, on pourra peut-être poser quelques questions, mais c'est vrai que là, tout ça se prend beaucoup de temps, en fait. Hein, mais alors, bon, sur Tahtaoui, je crois que j'avais donné à Touria un article que j'ai écrit sur Tahtaoui lors de Paris et un branchement de l'islam sur l'Occident. Donc, je renvoie à cet article parce que, bon, je ne vais pas redire les choses, mais ainsi précise. Hein, mais alors là, on arrive c'est une toute autre période. Hein, on saute plusieurs siècles. C'est un peu caricatural. Là, je donne que 2 exemples. Hein, il faudrait vraiment un corpus très étendu qui permette euh, d'élaborer en fait euh, une étude de l'occidentalisme dans toutes ses nuances en fait, hein, historiques, génériques, comme on a dit hein, au début. Mais là, je passe à tout à fait autre chose. Un exemple qui n'a rien à voir, parce que le 19e siècle, c'est la première partie du 19e siècle. On est en plein mouvement en Égypte de ce qu'on appelle la Nahda, et Tahtaoui est l'un des grands représentants justement de cette Nahda, justement, donc de ce mouvement de modernisation, on va le prendre au sens le plus large du terme, sous influence occidentale, hein, qui est lancée euh, par Mohamed Ali en Égypte et qui ensuite va toucher d'autres pays arabes, hein, comme la Tunisie ou le Liban, et où la France est une référence fondamentale. Hein. La France incarne à ce moment-là la modernité. Euh, et la France, d'ailleurs, joue de son attractivité hein, que lui a donné en fait historiquement l'expédition d'Égypte de Bonaparte, même si ça a été quand même une tentative d'occupation militaire qui n'a pas duré longtemps. Ça a d'abord été une agression militaire, mais ça a été aussi un choc profond en fait pour les savants musulmans de découvrir la supériorité, disons, technique et scientifique de la civilisation européenne hein, et les retards considérables du monde musulman par rapport justement à l'Europe.
Ça va ensuite inciter énormément ça va produire un bouleversement, disons, hein, civilisationnel, mental, culturel, intellectuel profond, d'abord en Égypte, puis ensuite ça va avoir une onde de choc dans l'ensemble du monde arabe. Et les Français vont essayer de tirer parti justement de cette attractivité en nouant des liens privilégiés avec l'Égypte, avec le Pacha Mohamed Ali notamment, et proposer d'accueillir des étudiants égyptiens pour les former en fait, pour les former aux sciences occidentales, avant qu'ils reviennent pour devenir des cadres de la modernisation de leur pays. Mais évidemment, c'est déjà la vieille diplomatie française, c'est-à-dire qu'à travers ce soft power, en fait, hein, il s'agit de privilégier aussi les intérêts économiques et, euh, et militaires français. Voilà. Et donc, Tahtaoui, qui vient aussi d'une famille profondément religieuse, hein, qui a eu une formation assez impeccable sur le plan religieux et littéraire aussi, est envoyé en France. Il va faire un séjour entre 1826 et 1831. Il va devenir traducteur. Alors, je passe, hein, mais vous lirez dans l'article tous les détails de son séjour à Paris, de ses études. Et à son retour en Égypte, donc Mohamed Ali lui donne toute une série d'attributions et de responsabilités. Il va vraiment devenir l'un des hommes forts de la modernisation culturelle et éducative du pays. Il va fonder une école de traduction, il va être rédacteur en chef de journaux, il va créer une école des langues, il va restructurer le système d'éducation égyptien, il va même plaider pour l'éducation des filles, etc. Et en 1834, Mohamed Ali lui demande de publier le récit de son séjour à Paris, qui donc est publié en arabe sous le titre Takhlis el-Ibriz fi Talkhis Beriz. Donc littéralement la purification de l'or par le résumé de Paris, qu'on a ensuite traduit en français par l'or de Paris. C'est un texte assez connu, mais je trouve vraiment passionnant. Et là, qui est le témoin d'une toute autre attitude vis-à-vis de l'Europe, de la France, là en l'occurrence, hein, qui est un peu l'incarnation de l'Europe, et Paris qui incarne en fait, la modernité hein, européenne par excellence à ce moment-là. C'est le grand moment du modèle français, en fait, hein, pas seulement d'ailleurs chez les Égyptiens, hein, chez les Turcs ensuite, etc. Et c'est là, pour le coup, l'exemple d'un occidentalisme on pourrait dire, là, pour le coup, on rentre vraiment dans la définition de l'occidentalisme dominé. C'est-à-dire, c'est vraiment un occidentalisme de fascination et d'imitation du modèle, quoi. Donc, alors, donc on n'aura évidemment pas le temps de lire les textes en détail, hein, mais vous verrez que la relation que Tahtaoui a vis-à-vis de la France est ambivalente. Hein. Tahtaoui est vraiment impressionné en fait, hein, par ce qu'il voit, par ce qu'il lit, par les découvertes qu'il fait. Il est très impressionné par les réussites intellectuelles et techniques de la France. Il est très impressionné par le système politique aussi qu'il découvre, hein, par les libertés politiques dont, d'après lui, bénéficient les Français. Il apprécie beaucoup la curiosité intellectuelle et l'ouverture d'esprit des Français. Euh, et euh, 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 et donc, la France, en ce sens, lui semble euh, un modèle euh, très intéressant. Et il aime beaucoup, enfin, il apprécie beaucoup aussi le rôle que les femmes jouent en fait dans la vie publique. Alors là aussi, le texte est un jalon très important dans l'histoire de ce qu'on pourrait appeler le féminisme arabe, hein, puisque c'est vraiment un des textes qui va valoriser hein, le modèle de l'émancipation féminine, en tout cas du rôle alors il apprécie beaucoup le rôle que les bourgeoises ou les aristocrates jouent dans les salons, parce qu'il a été beaucoup invité, hein, et il les trouve charmantes, il trouve qu'elles ont beaucoup d'esprit, il trouve que ce sont des hôtesses vraiment intéressantes. Et surtout, et ça c'est très progressiste pour l'époque, hein, il se prononce sur le voile, hein, où euh, il dit clairement que l'absence de voile n'est pas la cause d'un désordre moral et sexuel, et que la chasteté et la fidélité sont en fait les effets de l'éducation, et non pas les fruits de la surveillance et des contraintes vestimentaires.
imposée par la domination masculine. Je cite Tahtawi, c'est page 300. Il dit comme tout le monde pose maintes questions sur la condition des femmes chez les Francs, donc lui, d'ailleurs, dans l'appellation, il utilise le mot un peu médiéval de Ifranj, mais aussi en concurrence avec l'appellation plus moderne de Francis et de Ahl-Beriz, pour dire les Parisiens. Comme tout le monde pose maintes questions sur la condition des femmes chez les Francs, nous avons fait là-dessus toute la lumière. En substance, disons encore que le désordre en matière de chasteté ne provient pas du fait qu'elle soit voilée ou dévoilée. C'est quand même, pour l'époque, vraiment très progressiste. Hein. Mais cela résulte de l'éducation, bonne ou mauvaise, qu'elles ont reçue, du principe de l'amour exclusif, s'il est ancré en tant qu'habitude, et de la concorde entre les époux. L'expérience en France a montré que la chasteté domine le cœur des femmes de la classe moyenne, à l'exclusion de celle des notables et de celle des voyous. Et Tahtawi, à son retour en Égypte, va lutter pour l'éducation des jeunes filles. Il va publier un livre qui s'appelle El-Murshid el-Amin, le guide honnête, dans lequel, en 1872, il expose aux jeunes filles les qualités qu'elles doivent déployer pour plaire aux garçons. Mais il explique que si elles doivent être évidemment des compagnes agréables, il explique que l'éducation de la femme n'est pas incompatible avec les enseignements de la religion, ni avec l'ordre moral, et même que l'éducation de la femme est une conquête nécessaire pour sa propre dignité. Hein. C'est un texte qui est un jalon important dans l'histoire justement du féminisme arabe. Alors, il avait même des projets d'enseignement féminin, mais il s'est heurté à l'hostilité, disons, des conservateurs. Il n'a pas réussi à créer une institution. C'est seulement l'année de sa mort, en 1973, qu'est fondée la première école officielle de jeunes filles, une école primaire. Ce qui est intéressant, j'ai dit ambivalent, c'est qu'en même temps qu'il y a donc tous ces éléments qui provoquent vraiment son admiration par rapport au modèle civilisationnel français, il y a quand même un point très très négatif chez les Français, et ça il le déplore évidemment profondément, c'est qu'ils ne sont pas croyants. Alors ça c'est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait il parle, en fait son témoignage et me paraît très très actuel, parce que lui parle des Parisiens, donc c'est un témoignage qui est tout à fait en décalage avec la réalité hein, de l'époque où la France est en 1830 majoritairement rurale et catholique. Hein. Mais en revanche, ce qu'il dit des Français aujourd'hui, des Parisiens de 1830 vaut absolument pour les Français d'aujourd'hui. C'est marrant. La plupart des Français ne relèvent du christianisme que par le nom. Hein. Ils n'embrassent de leur religion ni la foi ni le zèle. Il dit très clairement, ce n'est pas du tout des croyants, c'est des phalassoufs. Hein, c'est des phalasifs, c'est des philosophes. Hein, c'est une catégorie bien connue de la hérésiographie musulmane. Hein, voilà. Donc c'est une secte qui juge du bien et du mal par la raison et qui ne fait pas référence à Dieu. Donc, mais il reconnaît que et c'est donc des rationalistes. C'est des rationalistes, en fait, voilà. Et il reconnaît que ce rationalisme permet en même temps, c'est justement ce rationalisme qui leur permet, qui est à la base de tous ces progrès civilisationnels. Alors bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans mon article, mais en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça plonge Tahtawi dans un désarroi très profond, parce qu'à la fois, il admire la France, et à la fois, il ne peut pas ne pas voir qu'il y a un lien profond entre rationalisme et progrès civilisationnel, notamment sur le plan des techniques, sur le plan scientifique et sur le plan politique. Et en même temps, il ne croit pas. Comment c'est possible? Comment on peut à la fois être une civilisation avancée et en même temps être athée? Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, et il dit lui-même qu'il a été profondément ébranlé, hein, même dans sa foi des musulmans, par la puissance du modèle rationaliste français. Et ce qui est intéressant, j'ai essayé de le dire donc dans l'article, c'est que pour s'en sortir intellectuellement, et je vais dire presque personnellement, il fait une espèce de synthèse entre les aspects les plus positifs de la civilisation française et l'islam. Et en fait, donc je montre hein, qu'il propose en fait il montre qu'en fait le rationalisme français, bon, il réaffirme la vérité de l'islam évidemment, de la religion musulmane, etc. Mais il montre qu'à l'intérieur de la religion musulmane, le rationalisme n'est pas du tout incompatible avec l'islam, mais qu'au contraire. Et donc là, il se rebranche sur une histoire musulmane, sur la tradition rationaliste. Il revient aux Abbassides. Hein,
Et il montre que, en fait, ce qui a perdu le monde musulman, c'est justement de s'être éloigné de cette tradition rationaliste, alors que c'était à un moment, les Abbassides, où l'islam a justement su intégrer les apports de différentes autres civilisations, traditions, grecques notamment, et où justement il a été le plus productif sur le plan culturel et sur le plan intellectuel. Donc ce que je dis, c'est qu'en fait, il s'appuie. En fait, le détour par le rationalisme français permet à Tahtaoui de rebrancher l'islam sur sa tradition en fait rationaliste et philosophique. Et donc le détour par la France permet, dans sa démonstration, permet à Tahtaoui de rendre en fait l'islam à lui-même. Voilà. Le modèle qu'il développe, qui est le modèle rationaliste, qui est le modèle d'un islam rationaliste, enfin, est un modèle qui est évidemment aux antipodes disons, de l'islamisme ou des islamismes, et qui voudrait au contraire revenir à une sorte de pureté des origines et qui chercherait à se dégager de toute influence étrangère au profit d'une sorte de pureté originelle. Ce n'est pas du tout l'attitude de Tahtaoui qui justement dit on n'a jamais été aussi fort que lorsqu'on a su assimiler l'altérité, les modèles extérieurs, les traditions extérieures, tout ça dans, bien sûr, la vérité de l'islam. Mais voilà, donc c'est un modèle xénophile et non pas un modèle xénophobe justement du rapport à l'altérité. Et donc le rapport, là pour le coup, occidentaliste est justement un modèle. Mais ce n'est pas un occidentalisme, alors on lui a beaucoup reproché d'être un peu aliéné, etc. Mais c'est pas, en fait, quand on le lit bien, ce n'est pas un occidentalisme d'aliénation, c'est un occidentalisme qui, en fait, de régénération en fait dans son esprit. C'est un occidentalisme qui permet en fait, qui permet au monde musulman de retrouver le meilleur de lui-même en fait. Voilà. Donc le détour par l'autre, pas du tout une manière de se perdre, c'est au contraire une manière de revenir à soi et au meilleur de soi. Voilà, pour le dire vite. Bon alors là, il faudrait lire donc, tous les extraits que je vous ai donnés et bon, je peux lire quelques extraits simplement rapidement, puis comme ça on s'arrêtera si vous voulez Mais c'est assez drôle, franchement, moi j'aime beaucoup ce texte. On a l'impression qu'il parle des Français d'aujourd'hui, en fait. Alors, par exemple, il y a un chapitre, page 119, qui s'appelle Des Parisiens et de leur caractère. Sache que les Parisiens se distinguent parmi beaucoup de chrétiens par la vivacité de l'intelligence, la finesse de leur entendement, la pénétration dans leur esprit creuse les questions ardues. Nullement prisonniers de la tradition, ils aiment toujours connaître l'origine de toute chose, cherchent à s'en convaincre par des preuves, donc curiosité, etc. Vanité aussi, évidemment. Et ils sont tout le temps en train de discuter, ils voyagent beaucoup, ça c'est quelque chose qui le fascine. Alors, et il y a la question des femmes. Là encore, évidemment, puisque c'est un peu un passage obligé de l'occidentalisme. Et là, Tahtaoui rejoint toujours cette même tradition. Par exemple, page 122. Les Français ne conçoivent aucun soupçon à l'endroit de leurs femmes, bien qu'elles faudent souvent et les bernent. Voilà. Donc, bon, ce stéréotype des femmes frivoles, infidèles, et page 123, le peu de chasteté des femmes et l'absence de jalousie chez les hommes. Donc on retrouve un peu toujours ces mêmes choses. Bon, en fait, Tahtaoui, qui a beaucoup fréquenté surtout la bonne société française, se forme son jugement par rapport en fait, à l'aristocratie, mais ensuite il reconnaît que finalement, bon, chez les femmes de la classe moyenne, c'est quand même la chasteté qui domine. Mais en tout cas, donc, il y a énormément de passages très positifs pour les Françaises. Les Françaises excellent en beauté et en grâce, elles sont aimables et d'un commerce engageant, elles rehaussent toujours leur charme par la parure, se mêlent aux hommes dans les promenades, etc. Et voilà, donc lui, je trouve ça très, très sympathique. Alors voilà. Hommes et femmes sont égaux. Alors, il remarque qu'il y a aussi des écrivaines, des traductrices, qui sont d'ailleurs, d'après lui, aussi bonnes aussi, qui ont autant de valeur que les hommes. Et il remarque que dans ce pays, page 131, on s'enquiert de la raison de la femme, de son esprit, de son intelligence et de son savoir. Voilà. C'est quelque chose qui lui semble très, très positif. Et finalement, donc, il y a ce passage assez célèbre que je vous ai lu de page donc, 300 où bon, voilà, il se prononce sur le voile, en disant voilà,
Le problème, ce n'est pas le voile. Hein, le problème, c'est l'éducation. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Je crois Ouais. qu'il ne nous reste plus qu'un petit quart d'heure Ouais, je suis désolé, c'était un peu pour les trop. questions. Non, c'était passionnant. Ouais. C'était passionnant, mais évidemment, je tiens à la disposition des présentes et des présents les textes au cas où vous ne les auriez pas reçus. Enfin, je m'adresse aux participants externes aux deux séminaires. Donc, ben voilà, là, vous pouvez poser vos questions. Peut-être Camille, si vous avez une question portant sur Tahtaoui. Oui, j'en ai une qui concerne un passage à la fin du texte, page 310, lorsqu'il dit « Nous n'avons voulu en effet qu'exhorter nos compatriotes à importer de quoi acquérir force, puissance et qualification, leur permettant de dicter leur volonté à ces peuples, sous-entendu ces peuples d'Occident. » Est-ce que là, il exprime une volonté de rééquilibrer les rapports entre justement, ou est-ce qu'il sent un déséquilibre justement entre l'Occident et finalement l'Égypte en disant ça? Ou alors est-ce qu'il prévoit une volonté, je ne sais pas, de s'affirmer face aux peuples occidentaux? Ah oui, c'est ça, et c'est intéressant parce que c'est le seul passage dans le livre où là, alors, et en fait, il ne cesse pas de réaffirmer la supériorité quand même de la religion musulmane, hein, mais il n'est pas du tout en fait, dans une affirmation de la supériorité globale en fait, de la civilisation musulmane, mais seulement, en effet, à la fin du livre, c'est un peu une exception. Il y a cet horizon de concurrence, en effet, voire de suprématie retrouvée de l'Égypte, en effet, et on voit que, oui, alors, bon, il y a, alors, mais c'est un texte intéressant parce qu'il est un peu à part, hein, dans le texte. Il y a, voilà, en effet cette idée que, bon, peut-être, in fine, on pourrait espérer renverser le rapport de force. Pour l'instant, on est écrasé par leur avance, mais peut-être que, voilà. Donc, ouais, en effet, c'est un passage intéressant qui montre que malgré tout, ben, il y a, voilà, une forme de nationalisme, même si le mot est sans doute un peu anachronique, et de volonté de toute façon, il y a chez lui la volonté de rétablir l'équilibre, hein, et de réduire l'écart, hein, et de faire jeu égal en fait, hein, avec les Occidentaux. Et tout son texte vise à montrer que, à rappeler que ça a été le cas, que dans le passé, c'est bien les musulmans qui ont été dans une position de supériorité, notamment au Moyen Âge, et qui l'ont été à un moment donné où c'est eux qui avaient, c'est eux qui cultivaient la raison, et que donc il est possible qu'on retrouve le chemin de cette supériorité si on se rebranche justement sur l'ouverture aux sciences profanes et sur le rationalisme. Donc oui, c'est vrai qu'il y a à la fin, mais de manière assez discrète, cette, cet horizon de concurrence. Ouais. Oui, merci beaucoup. Moi, Il y a des questions par écrit, Camille? Oui, alors il y a quelqu'un qui aimerait poser une question, Fatima Zohra. Donc, Et avant Fatima, Ah oui. excusez-moi Camille, avant Fatima, il y a Est-ce qu'on Kat. peut Alors, je ne saisir sais pas qui est Kat. Bonjour, Ah voilà. bonjour, c'est Kathleen Sadé. Kathleen, oui. Déjà, je vous remercie pour cette intervention, c'était super intéressant. Et du coup, c'était juste pour revenir en arrière sur l'exemple de... Vous avez parlé de Gregory Bateson, et j'ai pas réussi à noter Ouais. le concept dont vous parliez, et je trouvais ça très intéressant. Ouais, ça s'appelle, Bateson, c'est Bateson. Alors, c'était un type qui est intéressant, il est à la fois anthropologue, mais il était aussi physicien, enfin, c'est intellectuellement un type vraiment intéressant. Le livre s'appelle Vers une écologie de l'esprit, D'accord. et c'est le tome 1. Et il y a un chapitre justement sur la notion de schismogénèse. D'accord, oui, c'est ça que je voulais noter. Schismogénèse, où il propose, en fait, pour penser la notion de contact culturel, hein, Mm. il propose le concept de schismogénèse. Et il y a d'après, il y a deux formes de schismogénèse. Il y a la schismogénèse symétrique, qui est donc le cas là chez Tahtaoui, ou pardon, chez Oussama plutôt, c'est-à-dire d'une différenciation antagonique en fait, hein. Et il y a la schismogénèse qu'il appelle complémentaire,
quand, en fait, par exemple, domination-soumission, assistance-dépendance. Voilà. La schismogénèse, pour lui, c'est un processus dynamique d'interaction, en fait. A agit sur B, dont la réaction agit en retour sur A, etc. Voilà. En tout cas, cette idée de schismogénèse symétrique, je trouve qu'elle marche bien et surtout, donc je l'ai dit, hein, mais c'est un processus qui évacue le modèle de l'échange, en fait, hein, justement, de la réciprocité. Oui. Oui, c'était très intéressant, je trouve. Merci. Alors, je vous en prie, hein, j'ai pris trop de temps, mais j'espère que vous aurez envie de lire les textes et surtout ça, en fait. Hein, Ah oui, oui, oui. C'est des textes absolument passionnants, les deux, là. Hein. Et c'est deux moments très, très différents, évidemment, hein, de l'histoire et du rapport à l'Occident en général, on voit bien. Hein. J'ai pris deux exemples vraiment opposés, hein, de manière un peu caricaturale, mais pour que ce soit assez concret, quoi. Très bien. Alors, la prochaine question, donc Fatima Zohra, je vois dans le chat. Donc, si vous voulez poser votre question à l'oral ou à l'écrit. Oui, merci. Donc, ma question rapidement, déjà, c'était passionnant, vraiment. Ma question rapidement, c'est est-ce qu'on peut étendre la notion d'occidentalisme vers d'autres religions qui existent dans l'Orient, comme entendu par Edward Said, donc les Juifs et les chrétiens, et puis étendre cette notion aussi vers d'autres Orients. Alors là, on parle plutôt de l'Asie, disons Chine et Inde et d'autres pays de l'Asie, justement. Oui, mais c'est sûr que pour répondre à votre deuxième question, en fait, la représentation de l'altérité occidentale n'est pas propre au monde arabo-musulman. Hein. C'est une question qu'on peut se poser par rapport à d'autres aires de civilisation. Il y a sans doute des occidentalismes japonais, des occidentalismes chinois, c'est sûr, de la même manière, des occidentalismes africains, etc. Enfin, et l'idée, c'est ce que j'essaie de développer dans mon introduction au livre collectif, hein, c'est que l'histoire coloniale fait qu'il y a un point commun à toutes les à toutes les post-colonialités, c'est que l'Occident, c'est peu à peu, à cause de son hégémonie, c'est peu à peu affirmé comme l'autre par excellence. Et l'autre par excellence de plusieurs civilisations d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc c'est sûr, ce serait passionnant de voir un peu chez les voyageurs chinois comment on se représente l'Occident depuis des siècles et nous maintenant, ou chez les Japonais. Donc oui, c'est sûr, il y a des occidentalismes voilà, du point de vue d'autres des aires civilisationnelles. Et à l'intérieur et selon les religions, sans doute aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un occidentalisme chrétien là, pour le coup, ce serait une sorte. Alors, là, pour le coup, c'est comme c'est une composante de l'Occident, le christianisme, ce serait. Là, pour le coup, on n'est pas dans une altérité, mais dans une forme d'auto-représentation. Mais il y a des formes de christianisme qui sont plus ou moins extérieures à l'Occident. Mais tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par Occident, évidemment. Mais par exemple, il y a peut-être une représentation russe orthodoxe de l'Occident, par exemple. Il y aurait peut-être des représentations chrétiennes je sais pas, non européennes de l'Occident qui seraient sans doute qui seraient peut-être distinctes, en effet. Mais alors, le problème de la notion d'occidentalisme, votre question m'y fait penser, c'est que l'un des problèmes, c'est le risque d'essentialisation et de réduction généralisante, hein, d'une part, mais d'autre part, c'est l'idée de penser que, en fait, l'Occident, c'est l'autre avec lequel on n'entretient aucune relation, alors qu'en fait, et ça c'est un risque intellectuel, hein, de la notion d'occidentalisme, et qui est d'évacuer le fait que, en fait, avec cet autre, on ne cesse d'entretenir de multiples relations. Hein. Ce n'est pas l'autre dont on ne participe pas, c'est l'autre dont on participe pleinement, en fait, hein, et depuis très longtemps. Donc, voilà, il faut quand même l'avoir ça en tête. Hein. L'autre est aussi une partie de soi, en fait, hein, de multiples manières. Hein. Parce qu'on y a vécu, parce qu'on y a séjourné, parce qu'on a voire intériorisé des idées, des discours. Enfin, l'autre est profondément en soi aussi. Hein. C'est pas l'autre extérieur sur lequel on formulerait des discours, des représentations. Hein.
cet autre, c'est une partie de soi, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Oui, pas? moi Oui. j'en ai une où c'est plutôt une remarque. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Maxime, pour te demander si la manière dont tu envisages les occidentalismes ne se rapprocherait pas plutôt de la redéfinition de la notion d'orientalisme par François Pouillon. C'est-à-dire que c'est un élargissement en fait de la notion d'orientalisme et pour toi de la notion d'occidentalisme dans la mesure où un occidental lui-même peut tenir un discours sur l'Occident. On peut parler d'orientalisme intérieur, mais on peut parler aussi d'occidentalisme intérieur. Euh, Autrement dit, si nous ne voulons pas essentialiser ces notions, il suffit de considérer l'occidentalisme comme un discours tenu et de préciser simplement le point de vue de celui qui tient ce discours, dans quel contexte, à quelle catégorie il appartient, etc. Ce qui pourrait peut-être nuancer un peu enfin, permettre de ne pas verser dans l'essentialisme. Est-ce que tu te sentirais plus proche donc d'une relecture de l'orientalisme qui ne soit pas une critique visant une espèce de complicité entre l'orientalisme et donc, comment dirais-je, la colonisation. Et donc, inversement, l'occidentalisme ne chercherait pas à, à être un outil de domination inversé de la part des orientaux ou de la part de celui qui tient tout simplement ce discours, mais serait juste un discours imagologique, donc un discours sur l'autre, tout simplement, ou quelqu'un que l'on représente comme l'autre. En fait, oui, c'est un élargissement qu'on peut tout à fait faire, hein, mais c'est là que, en fait, qu'on peut mobiliser le concept de manière très différente. On voit bien que c'est un concept assez labile, hein, c'est-à-dire il peut être étendu, il peut être étiré, hein, c'est sûr, hein. Ça peut vouloir dire le discours sur l'Occident, dont participent aussi les Occidentaux, bien sûr, ça peut tout à fait être ça. Mais en tout cas, ce qui me semble assez clair, c'est que il n'y a pas d'usage symétrique possible du terme par rapport à l'orientalisme de Saïd, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que la manière dont Saïd le pense est intimement liée à l'hégémonie, disons, européenne, quoi. Donc là, il ne peut pas y avoir d'équivalent en face, quoi, C'est en ça. fait. Donc il n'y a pas de symétrie possible. Mais par contre, ça peut simplement être un ensemble de discours sur l'Occident produits par différents énonciateurs à différents moments donnés de l'histoire, hein, c'est sûr. Mais c'est important pour moi qu'on garde à l'esprit la question du moment historique et des rapports de force, puisque ça surdétermine les... Oui, bien sûr. Hein. Mais il n'y a pas, ou il n'y a pas, enfin, ce serait à discuter d'ailleurs, après tout, c'est la thèse de Saïd, hein, mais il n'y a sans doute jamais eu dans l'histoire moderne, en tout cas, hein, parce qu'à d'autres moments aussi, mais d'équivalent de l'orientalisme, c'est-à-dire En tant que système. en tant que système, ouais, et en tant que position hégémonique historique, en fait. Oui. Mais peut-être que dans d'autres moments, il y a des civilisations qui ont été suffisamment hégémoniques par rapport à leurs autres pour avoir ce genre de position de domination totale, hein, mais en tout cas, pour ce qui concerne le monde arabo-musulman, puisque c'est ça aussi l'objet de Saïd, en fait, hein, à aucun moment, je dis peut-être à l'époque d'Oussama ibn Manqis, mais en fait non, parce que on n'est pas du tout dans un moment où le monde arabo-musulman domine, écrase l'Occident. Enfin, il y a eu des moments, des rapports de force qui étaient plus favorables, mais il n'y a jamais eu l'équivalent de ce qu'a été l'impérialisme, en fait, européen moderne, en fait, hein, l'impérialisme et puis la phase de colonisation, enfin des décolonisations modernes, en fait, hein. C'est vrai que c'est une séquence historique quand même assez unique et qui n'a pas sa contrepartie, il me semble, qui n'a pas eu sa contrepartie à l'époque moderne par aucune autre, il me semble, civilisation.
hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais disons dans la période moderne, hein, mais peut-être qu'il y en aura plus tard, peut-être, avant, peut-être. Mais donc il n'y a pas en effet d'occidentalisme dans la période moderne. C'est pas possible au sens fort du terme, quoi. Oui. D'ailleurs, il y a une étudiante qui m'avait posé la question, et peut-être que tu pourrais ajouter un éclairage. Est-ce que, par exemple, au XVIe siècle, on peut parler déjà d'orientalisme? Est-ce que le fait de trouver un texte qui évoque vaguement cette partie du monde, l'Orient, qui reste d'ailleurs toujours à définir, est-ce qu'on peut déjà parler d'orientalisme? Pas au sens saïdien, en tout cas. Saïd, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il parle de proto-orientalisme déjà dans l'Antiquité, mais il ne parle pas. Tel qu'il définit strictement l'orientalisme, c'est surtout la fin du XVIIIe et le XIXe siècle. C'est vraiment en rapport avec la colonisation, non? Oui, mais au XVIe siècle, pour lui, notamment, alors il donne l'exemple de la création de la première chaire de langue arabe, hein, je crois que c'est Guillaume Postel en 1539, je crois, Mhm. 4, je ne sais plus exactement. Et pour lui, mais parce que lui, il a une vision très négative, en fait, hein, du discours en général des Européens, et surtout qu'il inclut le discours savant, hein, dans l'orientalisme, hein, chose qu'on peut évidemment discuter, qui a été très, très discutée. Donc, et pour lui, la création d'une chaire de langue arabe, c'est déjà une manière de posséder l'autre, en fait, hein. C'est quand même une attitude très, enfin, voilà, profondément déconstructrice, enfin, ou critique, radicalement critique, hein, qui pense que toute tentative pour parler de l'autre est déjà une tentative de prédation, en fait, hein. Bon, c'est la position, je vais dire, hyperbolique, hein, de ce De livre. domination, bien Voilà. sûr. Donc, essayer de penser, en fait, dire quelque chose sur l'autre, c'est déjà vouloir le dominer, hein, c'est ça. Donc, mais parce que, alors, il y a ces très bel article de Thomas Brisson dans le livre de Pouillon et Vatin que tu as cité, Pourquoi Saïd, très très beau, je pense, analyse sociologique qui explique pourquoi il est arrivé à un texte aussi virulent finalement et aussi hyperbolique, hein, qui est assez indéfendable sur certains points, qui est caricatural aussi, qu'on lui a beaucoup reproché. Voilà. Alors, mais pour revenir à la question de ton étudiante, pour Saïd, au XVIe siècle, il y a déjà un orientalisme, hein, c'est sûr, hein, qui se met en place justement à travers des institutions savantes, mais aussi des textes de voyageurs, de pèlerins, de marchands, de diplomates. On est déjà dans l'élaboration même si ça va surtout se cristalliser dans les siècles suivants, hein, 18e et 19e siècle. Mais il y a toute une archéologie de l'orientalisme, hein, le 16e participe pleinement pour lui, hein, c'est sûr. Après, si on utilise orientaliste dans un autre sens que celui de Saïd, eh ben, peut-être que ça ne fonctionne pas. Ça dépend de ce qu'on appelle orientaliste, hein, en fait. C'est un mot négatif chez Saïd, hein. Oui. Mais chez d'autres, ça peut aussi être au contraire plus positif ou plus neutre, hein, tout simplement une représentation des orientaux. Hein, donc ça dépend quel sens on donne évidemment à ce terme, hein. Mais dans une conception saïdienne, c'est profondément négatif, évidemment. Merci beaucoup. Et on peut dire orientaliste, moi je propose de parler d'orientalisme au-delà de l'Orient, c'est-à-dire, moi j'ai volontiers étendu le concept pour parler de toutes les représentations hégémoniques, en fait, hein. Je veux dire, il y a un orientalisme vis-à-vis de tous les autres. Enfin, on peut donner une extension du terme au-delà de l'Orient, je veux dire. Serait orientaliste, au fond, au sens large, très large du terme, tout discours de domination sur ces autres. En ce sens, il y a un orientalisme, je ne sais pas, hein, voilà. Enfin, on peut l'utiliser comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je peux me permettre. Oui, Benoît. Oui, voilà. Bonjour, bon déjà, bravo. Moi, j'ai vraiment apprécié votre... Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas les dire. Je vais essayer de recentrer très vite, en fait. Vous parliez de Saïd au début de votre exposé, et j'y reviens d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que l'essor et le succès, en fait, du livre de Saïd à l'époque n'était pas lié, enfin pas lié ou connecté un petit peu avec un phénomène aussi que un mot pèlerin aussi, Jean-Claude Michéa appelait le gauchisme culturel, c'est-à-dire une représentation de l'autre comme le lointain géographique, mais plus proche. Vous voyez ce que je veux dire? Comme disait Deleuze souvent dans son abécédaire, il disait être de gauche,
c'est de savoir que les problèmes du tiers-monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en parallèle alors je ne sais pas l'occidentalisme, j'en sais rien, mais cet essor ou ce succès en fait, de cette notion d'orientalisme avec le succès encore une fois, ce qu'appelait Michéa le gauchisme culturel. Voilà. J'espère que je suis compréhensible ou Oui, pas. non, mais je comprends, mais succès auprès de qui en fait? C'est ça qu'il faudrait. Dans la société, le succès de fait que en fait, l'autre lointain en fait, était plus intéressant que, que l'autre plus proche de nous géographiquement. Voilà. Mais succès auprès de lecteurs français, par exemple? Oui, évidemment, évidemment. Ouais. Ah, d'accord. Et américain aussi, américain, évidemment. Oui, je vous pose la question parce que c'est un livre qui a connu vraiment des dizaines Oui. de traductions dans les langues étrangères, qui est un best-seller, hein, Hein. vraiment un des livres marquants de l'histoire, on va dire, intellectuelle. D'ailleurs, si je peux me permettre, on en avait déjà parlé avec Madame Tulon la dernière fois, cet orientalisme vu au prisme de ce gauchisme culturel, il pouvait se retrouver aussi dans certaines traductions littéraires. Notamment, j'avais parlé l'exemple d'Albert Cossery quand il parle du petit peuple du Caire, parce que je m'intéresse beaucoup au peuple et à la gauche dans mes recherches. Et justement, alors je sais que ça peut être très très brouillon ce que je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas voir une connexion entre les deux, le succès de ces études-là, avec le succès encore une fois, ce que j'appelle le gauchisme culturel. Commencer déjà avec les études sociologiques de Bourdieu dans les années 60, etc. Ouais, je crois que ça va bien au-delà de ça, hein, parce que comment comprendre le succès planétaire de ce livre, en fait, hein. Donc, ce n'est pas seulement une certaine gauche ou un certain gauchisme, comme vous dites. Pas de moi, c'est de Bichère. Oui, mais je veux dire, ça va bien au-delà de ça. Comment expliquer ce succès planétaire? Enfin, comment expliquer aussi que des tas d'intellectuels issus de d'autres ères s'y soient retrouvés dans ce livre, hein? Pourquoi des Africains? Pourquoi des Chinois? Ça a beaucoup de succès en Chine, hein. Pourquoi, en fait, et donc la question plus largement, je ne sais pas, hein, que le gauchisme, qui peut-être permet d'expliquer une certaine réception dans une partie du lectorat français, peut-être, hein, c'est sûr. Hein, là, il y a des affinités, mais c'est un succès qui est bien plus large et qui, à mon avis, peut être compris à travers la question postcoloniale. Hein. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est l'un des livres qui est considéré comme c'est le livre ou l'un des ouvrages fondateurs des études postcoloniales, même si Saïd lui-même se revendiquait pas comme postcolonial. Mais en fait, on voit très bien qu'il inaugure, hein, ce courant critique. Et je pense que ce qui fait son succès, au-delà de ça, c'est tout simplement qu'il y a plein de peuples qui se sont retrouvés dans cette volonté de se défaire de représentations hégémoniques que l'Occident a exercées vis-à-vis d'eux, tout simplement. Hein. De la même manière qu'il y a des africanismes. Hein, le discours sur l'Afrique est pratiquement le même que le discours sur l'Orient. Hein. C'est la même construction, essentialisation, les mêmes fantasmes, la même ambiguïté, même barbarie, en même temps le même réservoir etc. Et je veux dire, Samia Kassab, non, Suzanne Kassab. Elisabeth Kassab, dans son livre, fait remarquer, c'est très intéressant, qu'en tant qu'intellectuelle libanaise, en faisant ses études en Allemagne, elle s'est rendue compte qu'en fait, son obsession occidentale était partagée par plein d'autres intellectuels. Et c'est là qu'elle a découvert la convergence des post-coloniales. Et je pense que Saïd, c'est juste qu'il a historiquement été l'espèce de point d'expression, de cristallisation de ces points de vue qui visaient à se dégager justement de l'hégémonie intellectuelle, épistémologique, et qui visait à décentrer l'Occident. Hein. Mais alors, le décentrer en le déconstruisant de manière totalement radicale, si radicale qu'il n'en est évidemment pas totalement défendable, et que surtout, il ne propose pas d'épistémologie alternative. C'est ça qui est intéressant. Ce que dit Thomas Brisson dans son livre, hein, dans son article sur Saïd, hein, il déconstruit, il dit il n'y a pas d'Orient, ça n'existe pas, c'est une pure construction, etc. Mais il ne dit pas alors comment on parle des autres, si on ne dit pas oriental, on dit quoi, c'est quoi, etc. Enfin, je ne réponds pas tout à fait là, je m'éloigne un peu, mais je veux dire, alors, en France, peut-être qu'une partie des lecteurs de l'intérêt des lecteurs peut s'expliquer par ce que vous dites. Oui, mais je pense que la question, elle est plus large. C'est-à-dire, comment se fait-il que des millions, je pense, de lecteurs issus de toutes les aires anciennement colonisées d'une manière ou d'une autre se soient retrouvés dans ce livre, quoi, en fait.
c'est qu'il a su exprimer à un moment donné quelque chose qui était commun, qui était une expérience commune en fait, à toutes les post-colonialités en fait. Merci. Ouais, enfin. Camille, est-ce que vous voyez d'autres questions? J'ai peut-être une dernière question, mais qui est une question que vous avez soulevée vous-même et que vous soulevez dans votre article. En fait, c'est justement quelle est la spécificité d'un corpus littéraire dans l'appréhension des occidentalismes? Est-ce que justement l'usage spécifique du langage apporte une vision ou des visions différentes de l'Occident que n'apportent pas, par exemple, les discours politiques ou les médias? Mais c'est une vraie question et moi je pense que déjà en littérature il faut distinguer justement ce qui relève par exemple de la relation de voyage et ce qui relève de la littérature fictionnelle. En fait, en gros, je pense qu'on retombe à peu près sur les mêmes idées, mais c'est sans doute c'est discuter, c'est problématiser sans doute de manière plus fine ou plus nuancée, je pense, dans certains textes fictionnels. Mais là, on renvoie à la question du pensée littéraire, de ce qui fait la polyphonie en fait, de l'espace fictionnel, sa capacité justement à être jamais dans l'affirmation ou dans le jugement définitif, mais dans la prise en compte de la diversité des points de vue, des expressions, etc. Je pense que la littérature fictionnelle a cette capacité, sans doute que non pas les discours médiatiques, qui sont plus en lien avec l'actualité, ou les discours politiques, ou les discours même philosophiques, à être dans une forme de mise en scène de la complexité, en fait, et de la polyphonie, en fait. Et donc, de laisser ouvert, enfin, de ne pas fermer, en fait, la signification. Bon, mais ça, c'est des réflexions un peu générales sur le pensée littéraire. Moi, qui renvoie aussi bien à Bakhtin qu'à, par exemple, Philippe Dufour, dans son livre « Le roman est un songe », qui redit avec d'autres que justement la littérature, c'est cette espèce de tremblement qui laisse toujours ouvert le sens, en fait. Merci. Bon, je crois que vous avez annoncé que c'était la dernière question. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous et à vous toutes. Et écoutez, c'est un vaste sujet, donc je suppose qu'il restera toujours des questions en suspens, mais voilà, on peut continuer aussi à